Alright, bienvenue à l'autre monde. José Esteban, François Martineau au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Mike, c'est aussi ton mot de la sur un anneau. Il s'agit de voir et puis de se mettre en action. Eh bien, bonjour et bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginant, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 27 février 2012. Et puis, tout dépendant comment on regarde les choses, je vais la marquer comme étant l'émission 199, mais avec l'émission de la semaine passée qui était une reprise, eh bien, on est rendu à la 200e. Mais bon, je vais attendre la semaine prochaine pour le déclarer comme étant la 200e, étant donné que la semaine passée était une émission qui était une reprise d'une émission de 2009, qui portait d'ailleurs sur le fluorure et que je jugeais bon de repasser. Et puis, il se présentait une situation où j'ai voulu enregistrer la semaine passée et puis j'ai eu beaucoup de problèmes avec à peu près tout l'équipement pour faire l'émission. Alors, à un moment donné, je me suis aperçu qu'après 1h30 d'enregistrement, que je n'avais seulement que 22 minutes d'enregistrer et puis il était déjà très tard. Et puis après ça, mon internet est tombé mort pendant au moins 2 jours et demi, 3 jours facile. Les services d'internet ici sont complètement tombés à plat. Alors ça a été très difficile, donc j'en ai profité pour vous repasser de toute façon une émission que j'avais faite avec Gilles Parent, qui est un expert ici au Québec là, dans le domaine de la fluoration et puis qui gagne tous ses combats dans les conseils de ville et puis même dans les cours. Alors, parce que ces arguments sont en béton, sont scientifiques, sont factuels, et puis c'est une situation qui est très déplorable. La fluoration, c'est un mythe, c'est une erreur médicale qui perdure depuis des décennies. Et puis, il est temps qu'on y mette fin. Si les gens possédaient les informations concernant la fluoration, eh bien, dans la majorité des cas, les gens réaliseraient qu'elle est non seulement inutile, mais carrément dangereuse, nuisible. C'est une médication de masse, et puis ça brime nos droits et libertés. C'est une absurdité totale, alors il suffisait d'écouter l'émission, qui était en fait une des 3 émissions que j'ai faites avec Gilles Parent. Alors, sur la page de Choc FM, en fait de l'Autre Monde, sur le site de Choc FM, vous allez retrouver listé là en liste les interviews que j'ai réalisées avec des invités qui sont les plus intéressants. Et puis vous allez retrouver 3 émissions que j'ai faites avec Gilles Parent. Puis je vous invite fortement à les écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, à les réécouter même si vous l'avez déjà fait dans le passé, pour vous rafraîchir la mémoire, surtout en cette conjoncture actuelle où il y a vraiment une lutte là entre les forces pro et contre fluoration qui se fait dans plusieurs municipalités ici au Québec. Il y a des combats qui sont gagnés, il y a du terrain qui est perdu à nouveau, alors la lutte semble être assez féroce, alors on lance un appel ici à l'Autre Monde, si possible, chers concitoyens, les gens qui sont dans l'industrie, qui sont dans la filtration de l'eau, ainsi de suite, à parler, à communiquer l'information, à informer les gens, à s'informer soi-même, à poser des actes, des gestes pour faire en sorte que la fluoration cesse. Et puis de grâce, cessez aussi d'acheter du dentifrice avec du fluor à l'intérieur. C'est vraiment pas bon pour vous. Et puis vous devez comprendre pourquoi. Et puis ça ne donne rien de s'étendre sur le sujet plus en détail ici, puisque vous avez 3 émissions à consommer. Elles sont délicieuses et puis vous en ressortirez grandi et beaucoup mieux informé sur le sujet. Alors c'est très important là pour vous d'aller vous informer.
Il y a une défaite à Montjoly et puis à Trois-Rivières, ici au Québec, on a voté pour le retour du fluor. Alors, les gens qui sont pro-fluoration ont mis le paquet pour reprendre le contrôle de Trois-Rivières, car c'est la première ville au Québec à avoir imposé la fluoration. C'est là que le projet a démarré, puis c'est pour ça que les fluoration à Trois-Rivières doivent absolument continuer à incarner le grand leader de la vertu face à un Québec soi-disant réfractaire au fluor. Alors, ils avaient interrompu la fluoration pour des travaux de rénovation, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que le fluor a causé des bris techniques qui ont rendu nécessaires les rénovations. Alors, on voit qu'on patauge en plein délire ici, là. Écoutez, je vais vous poster un commentaire ici que j'ai eu d'un collaborateur à l'émission. Je vous invite à aller le lire au complet. Vous allez trouver des informations très importantes. Vous avez des techniciens, des chimistes qui sont responsables de l'épuration de l'eau à la ville de Laval qui ont bien compris. Ils doivent se la fermer évidemment publiquement. Sauf qu'il y en a un qui s'est prononcé contre car évidemment ils risquent leur job. Alors vous avez quand même ici un cas particulier au Québec où on a pu présenter aux élus un rapport du chimiste de la ville, François Proulx, disant qu'il ne faut pas fluorer parce que ça brime les libertés, parce que ça brise les conduits et parce que c'est pas aussi prouvé comme étant sécuritaire et que c'est même dangereux à manipuler dans les usines d'épuration. On sait que le fluor a un pH de 1, donc vous savez, là, c'est extrêmement c'est un produit qui est très dangereux à manipuler. Vous savez, c'est très corrosif, c'est très agressif comme produit. Au niveau des équipements d'épuration des eaux, des pompes doseuses, puis des lignes de transport. Et puis lui, il a écrit un article qui a d'ailleurs été publié ici dans la cyberpresse. Alors, vous allez trouver le lien aussi de ça. Donc, allez voir ça. C'est un peu un appel à tous les Québécois et Québécoises de faire un petit geste d'implication, ne serait-ce que symbolique, pour aider Trois-Rivières et les autres municipalités aussi qui sont aux prises avec cette menace imminente, pour défendre ceux qui disent non au fluor à Trois-Rivières et pour demander aux fluoreux de la place de reconsidérer la question au lieu d'imposer une médication, en fait un produit qui est un déchet industriel qu'on met dans l'eau potable publique. Alors réellement là, il y a un sérieux problème avec ça. Là. Il est temps qu'on réalise là, la stupidité de toute cette histoire de la fluoration. Un peu dans le même domaine aussi, il est temps qu'on brise nos chaînes, là, je veux dire. Puis là, évidemment, on veut pas exposer l'émission, la chaîne ici à des poursuites là, contre en fait de la part de Big Pharma. Alors, ce que je vais avancer est vraiment sous toute réserve, et puis c'est des commentaires de lecteurs sur le journal Citoyen sans papier que je vais vous vous passer comme un exemple de ce que les gens commencent à comprendre. Il y a de plus en plus d'études d'ailleurs, il faut quand même pas là se cacher les choses. En réalité, c'est pas juste une question d'opinion. En réalité, les informations que je vais vous avancer sont basées sur une multitude d'études, d'observations médicales qui ont été faites, ainsi de suite. J'ai un dossier que je ramasse depuis quelques années déjà, donc j'ai énormément de documentation officielle, très sérieuse, qui peuvent appuyer mes dires et puis ce que je vais avancer ici. C'est les fameux antidépresseurs. Alors, ce sont évidemment des médicaments psychotropiques. Et puis, écoutez, vous avez de plus en plus d'études qui sont faites à ce sujet-là. On sait que c'est une grosse industrie. On parle d'environ 330 milliards de dollars, l'industrie psychiatrique. Et on se demande réellement si on arrive à guérir des gens avec ça réellement, là. Maintenant qu'on sait qu'il y a un coût humain assez important à ça, c'est-à-dire que ces médicaments apportent des effets secondaires très graves et des fois même vont jusqu'à tuer des personnes à chaque année avec des mauvaises réactions qui vont de un arrêt cardiaque au suicide ou même des homicides. Alors, vous avez ici un documentaire qui contient 175 interviews avec des avocats, des experts de la santé mentale, des familles des victimes et puis des survivants eux-mêmes.
Et un documentaire ici que je vous propose, que je vais vous laisser en lien là aussi sur la page des Nouvelles Internationales, là, qui est le blog où je mets toutes les sources, les liens, les informations dont je discute ici sur l'émission à chaque semaine. Alors, un documentaire qui met ensemble tous les morceaux, toutes les pièces ensemble en une place, et puis qui dresse une vision assez claire de la situation. Alors, je vais vous laisser découvrir ça, puis vous faire votre propre opinion. Et puis, on va terminer avec un article que j'ai d'ailleurs repris sur Sans Papier, qui se nomme Les antidépresseurs sont inefficaces. Les données obtenues en vertu de la loi le prouvent. Donc, ça a été repris par le blog de l'Éveil 2012. Ça vient de Gaia Health Blog, écrit par Heidi Stevenson. Alors, on dit le fait que les antidépresseurs ne gissent pas est déjà bien assez blâmable, mais que Big Pharma l'a toujours su, est à présent prouvé. Il a fallu une demande en vertu de la loi sur l'accès libre à l'information pour obtenir les données, mais maintenant que nous les avons, eh bien là, écoutez, je vous invite à aller lire cet article à poursuivre et qui, grosso modo, disent que en réalité, on sait dans l'industrie que ces médicaments-là ne sont pas réellement efficaces. Et puis j'ai plusieurs, comme je vous disais, des documents qui font état de ça. En réalité, on retrouve parmi les gens qui consomment des antidépresseurs des taux assez élevés de suicide, des gens qui commencent à broyer du noir, ils commencent à développer des patterns de pensée, si vous voulez, qui sont assez sombres, en fait, qui, par eux-mêmes, de leur propre aveu, n'ont jamais eu avant, qui prenaient des antidépresseurs, et ainsi de suite. Alors, Big Pharma savait, mais on vend ça comme des petits bonbons, et puis ça fait beaucoup d'argent, et puis c'est une industrie qui s'est créée sur finalement un peu une pseudo-science, une pseudo-médecine. Vous avez un commentateur sur Sans Papier qui a commenté cet article-là, qui répond du nom de Aimer la liberté. Et puis, il a écrit deux commentaires qui sont fort éclairés, qui en fait somment bien, résument bien, si vous voulez, là, un peu l'état de ce qu'on sait par rapport à ça. Et puis, je vous laisse vous en juger par vous-même. Mais je vais quand même passer à travers de ce commentaire-là parce que c'est une bonne piste de réflexion et puis une bonne piste aussi, un bon point de départ pour partir un débat sur le sujet que je lance un peu sur l'émission ici. Alors, allons-y immédiatement. Alors, vous avez, dans l'article, on parle, le docteur Walter Brown reconnaît que la théorie derrière les antidépresseurs modernes, selon laquelle ils modèrent le dérèglement de la sérotonine, est probablement fausse. Alors ça c'est une citation. Et puis Aimer la liberté commente en disant oui effectivement cette théorie est fort probablement fausse pour la simple raison que toute la théorie concernant l'efficacité des antidépresseurs est fondée sur la prémisse qu'il existe un déséquilibre chimique dans le cerveau du patient et que l'antidépresseur va rétablir la chimie, donc les diverses substances dans le cerveau, du cerveau à un niveau dit normal entre guillemets. Alors le problème avec cette théorie est que qu'aucun médecin ou psychiatre ne sait ce niveau qu'on dit normal ou ce qui constituerait l'équilibre souhaité. Personne n'a jamais développé un test pour mesurer la chimie du cerveau. C'est une invention, un gros mensonge répété des millions de fois quotidiennement qui éventuellement devient universellement accepté comme un fait, mais c'est un mensonge. Il n'y a pas si longtemps, les psychiatres étaient la risée de la profession médicale. Ça, c'est un fait. L'opinion des autres médecins était que la psychiatrie n'était pas scientifique parce que les psychiatriques ne pouvaient démontrer à l'aide d'une mesure objective que la maladie diagnostiquée existait. Alors, on parle même pas ici des lobotomies, des électrochocs, des expériences avec le LSD, des autres traitements barbaresques administrés à des patients sous prétexte de leur fournir des traitements qui ont contribué à discréditer la psychiatrie aux yeux des autres médecins. Ça, c'est l'histoire réellement là. Si vous commencez à consommer quelques documentaires qui parlent de l'histoire de la psychiatrie, vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres, là. Alors, je poursuis. Pour se donner de la crédibilité et accentuer le contrôle sur la population, les dirigeants ont concocté, sans aucune preuve à l'appui, une théorie à l'effet que les troubles mentaux provenaient d'un déséquilibre chimique dans le cerveau et que la solution était de rétablir l'équilibre chimique à l'aide de pilules. C'est vraiment ça, chers auditeurs. Ce commentaire-là est très, très bien rédigé. C'est un peu
c'est un peu l'approche purement matérialiste de la vie, et puis je veux dire, c'est de complètement obnubiler le côté énergétique, spirituel de la vie. Je veux dire, écoutez, la dépression, là, c'est pas juste un déséquilibre chimique dans le cerveau. Il est fort même probable que ce déséquilibre chimique-là soit engendré justement par les pensées du patient, de la personne en question. Je veux dire, on se rend compte que bien souvent nos pensées sont psychosomatiques. Alors voilà, mais on pense que juste en rétablissant des éléments chimiques qu'on donne aux patients sous forme de pilules, qu'on va rétablir le bonheur d'une personne, puis sa dépression, tu sais, c'est à un moment donné, on n'est pas loin du chamanisme, là, même que je pense que les chamans étaient plus crédibles que ça, là, quand on les connaît réellement. alors, euh, alors je poursuis. Ceci faisait partie d'un plan plus large endossé par les autorités qui visait à permettre à la psychiatrie d'acquérir beaucoup d'influence, non seulement en médecine, mais aussi dans le domaine de l'éducation et de la justice. En inventant la théorie du déséquilibre chimique, on pouvait alors créer et prescrire des pilules pour rétablir le soi-disant équilibre. Ainsi, Big Pharma a développé des pilules spécifiquement pour la psychiatrie et les psychiatres se sont mis à faire des prescriptions comme les autres médecins. La psychiatrie graduellement est devenue plus crédible aux yeux des autres médecins. La contribution des facultés de médecine qui forment les nouveaux médecins a certainement aidé. Aujourd'hui, on voit que les psychiatres exercent une influence démesurée dans plusieurs domaines comme en médecine, dans la faculté médicale, dans les revues médicales, dans les médias et très certainement dans le domaine de la justice. Les psychiatres ont totalement infiltré le système. Mais tout ça est fondé sur une théorie concoctée à des fins purement opportunistes sans aucune preuve et contre toute logique. En fait, l'approche est tellement illogique qu'il faut être un idiot pour croire que ça pourrait être exact. Et puis là, il décrit en 3 points. Numéro 1, supposons un déséquilibre chimique qu'on ne peut pas mesurer. 2, donnons des pilules composées de produits chimiques aux patients pour établir un mélange chimique qu'on ne connaît pas. Et 3, ignorons l'effet d'ajouter des produits chimiques dans l'organisme du patient, ce qui, en soi, va modifier la composition chimique préexistante de son organisme qu'on n'a jamais été capable de mesurer. Alors, il termine son premier commentaire en disant un billet de 6,49 avec ça. Alors, je call bullshit qui est dit. Et puis, il poursuit dans un autre commentaire, et puis, réellement, ça vaut la peine d'être patient et puis d'écouter. Il dit, mais les psychiatres ne sont que des étudiants qui sont allés à la faculté de l'université. Ils sont des pions conditionnés par la faculté à croire certaines choses présentées comme des faits. Ça, c'est important aussi de le nommer. Je veux dire, mon Dieu, on façonne, on conditionne des gens à croire des dogmes à l'intérieur des universités où on a l'impression que normalement seulement la science est enseignée. Faudrait peut-être penser à ça. C'est la même chose pour les autres facultés. Il y a une bonne dose de lavage de cerveau dans toutes les facultés, mais c'est très subtil. Personne ne semble réaliser que c'est un mensonge et on répète continuellement la même fausseté. Alors, pour revenir au sujet de l'article, comment cela est-il possible? Comment se fait-il qu'un si gros mensonge ne soit pas connu par l'ensemble de la population? Comment font-ils pour cacher la vérité si longtemps? Alors, il poursuit en disant, cela fait partie d'une opération psychologique continue sur l'ensemble de la population qui consiste à créer une illusion, à gérer la perception que les gens ont de la réalité. Oui, mais comment ça marche? Les médias sont une composante importante de la manipulation. Alors, vous avez une vidéo qui présente dans son commentaire et qui raconte l'histoire d'une équipe de journalistes de Fox News qui avait fait un reportage sur les hormones de croissance de Monsanto utilisées dans le lait aux États-Unis et sur les liens entre ce produit et le cancer. Puis ça, j'ai personnellement été témoin de cette histoire-là aussi. Là, c'est vrai, là, c'est arrivé à Fox News, il y a eu des poursuites judiciaires et tout. Là. Les avocats de Monsanto ont menacé des poursuites contre les journalistes, puis Fox s'il diffusait le reportage, évidemment qui était pas bon pour la business de Monsanto. Fox a demandé aux journalistes de modifier le contenu de leur reportage, leur demandant de mentir carrément, sans quoi ils seraient congédiés pour insubordination. À un certain moment, le patron de Fox leur a offert 1 année de salaire pour se taire à propos de cette histoire et leur a demandé de démissionner. Fox a demandé aux journalistes de réviser le reportage avec ses avocats, puis a voulu faire réécrire le reportage par les journalistes. Les avocats ont demandé de réécrire le reportage 83 fois, jusqu'à ce que le tout soit méconnaissable. Éventuellement, les journalistes ont été congédiés. Ils ont intenté une poursuite qui s'est rendue jusqu'en cour d'appel. Le tribunal a rejeté leur réclamation et a déclaré que le diffuseur de nouvelles n'avait aucune obligation de dire la vérité et que Fox avait eu raison de les congédier pour insubordination parce qu'il avait refusé de mentir à la demande de leur employeur, Fox News, qui est propriété de Rupert Murdoch, disons-le. Alors c'est ça, chers amis, le Big Media. Big Media n'a aucune obligation légale de vous dire la vérité. N'oubliez jamais ça.
Alors, on va en parler d'ailleurs des médias au fur et à mesure des nouvelles de l'actualité de l'émission, mais voilà, le bal est lancé. Vous voyez un peu cette émission-ci, chers auditeurs, on va parler beaucoup de sujets qui vont finalement décrire les contours de la bête à laquelle on fait face, cette tyrannie montante, une tyrannie globale, mondiale. Il n'y a même pas nulle part où aller pour s'en cacher. Il n'y a même pas une place à part aller dans le fond de la forêt, là. Euh, la face de la tyrannie qui est en train de prendre forme un peu partout dans toutes nos nations, qui est en train de renverser les pays qui sont insubordonnés à ce système, cette gouvernance mondiale qu'une élite financière, banquiers internationaux veulent imposer à travers le système basé sur la dette. Donc, on va voir avec plusieurs touches au tableau, plusieurs nouvelles qui viennent cerner ce contour de cette bête auquel on fait face. Et puis, vous avez plusieurs nouvelles comme ça, je veux dire, on est bombardé à droite et à gauche. Vous savez, je vais y revenir, là, mais juste ici, au Canada puis au Québec, puis je suis certain qu'en Europe, c'est la même affaire, puis c'est partout, là. On est assailli à droite et à gauche de toutes sortes de mesures répressives, de surveillance, d'états policiers, de taxation, des prélèvements partout, les frais, je veux dire, on est parasité à un point tel que, je veux dire, le parasite est en train de tuer finalement le corps qu'il est en train de parasiter. Normalement, un bon parasite, c'est un parasite qui est capable de retirer suffisamment du corps qui le transporte pour survivre sans le tuer, pour pouvoir avoir une certaine pérennité. Mais là, on a affaire à des vampires, des parasites réellement qui sont en train de mettre le paquet et qui sont en train de tout prendre. Alors, on va parler de ça. Les médias sont, évidemment, les grands médias sont une grosse cause du problème. Et puis, c'est aussi la raison pour laquelle les gouvernements puis l'élite est de plus en plus épeurés et puis concernés par ce qui se passe avec l'Internet parce qu'ils ont perdu le contrôle du flot de l'information, de la circulation de l'information. Alors, ils sont en train de tout faire, tout intenter pour mettre le grappin sur l'Internet, pour mettre un frein à ça, pour essayer de l'arrêter, le bloquer, le régulariser, le mettre sous contrôle. Je veux dire, vous allez voir des articles même de l'ONU qui voudraient se donner le pouvoir de gérer l'Internet. C'est assez capoté, là, ce qui se passe, là. Si au moins seulement, mon Dieu, j'espérais qu'on soit ici en train de parler de théorie de conspiration, mais je veux dire, malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous allez voir les nouvelles carrément, j'ai les liens, là. C'est en train de se passer. Et puis, si les médias avaient le moindrement d'honnêteté de vous rapporter ce qui se passe réellement, je pense que les gens hallucineraient pas mal là, de l'état de la situation dans laquelle on est là, plongé, autant au niveau local, national qu'international. Je veux dire, la situation est des plus alarmantes, là, sans vouloir faire dans le catastrophisme, là. Alors, je vais prendre le temps cependant de faire une petite parenthèse ici puis de corriger le tir aussi sur une chose. Premièrement, je voulais remercier les auditeurs de l'autre monde et puis les nombreux auditeurs qui prennent le temps de nous écrire et puis de nous envoyer des informations, de partager des choses, de nous remercier, de whatever, de nous donner certaines critiques. Tout est bon, là. Je veux dire, ça fait vraiment plaisir d'entendre parler de vous. Et puis, je vois aussi avec grande joie, je veux dire, moi, je ne fais que taper des mains, là, c'est vraiment réjouissant. Si vous voyez la quantité de commentaires éclairés que je reçois, des gens qui vraiment sont très lucides et qui me semblent extrêmement bien informés, là. Je veux dire, à un moment donné, je me demande même si je fais pas l'émission pour rien, là. Je veux dire, c'est très positif. Puis ça donne beaucoup de courage puis d'espoir de voir que, vous savez, je pense que c'est un peu une étape cruciale qui est en train de passer là, en ce début d'année 2012. Là. On a réalisé, je pense, en 2011, la taille du mensonge dans lequel on vit. Je pense qu'il y a un paquet de paradigmes qui sont tombés, des mensonges qui ont été exposés, des fraudes. Je pense que tout le monde s'est rendu compte à quel point, là, je veux dire, on nous niaise et on nous ment. Et puis en début de 2012, j'ai l'impression que là,
on est en train de réaliser, là, vous m'en reparlerez, vous m'en direz des nouvelles en tout cas, là, si vous partagez un peu cette impression-là, mais vous savez, je parle avec pas mal de monde puis tout, et puis je me rends compte que là, on est en train de réaliser au niveau, je pense qu'on est en train de prendre conscience collectivement, là, qu'on n'est vraiment pas les seuls à penser de même, là, que tout le monde hallucine, que tout le monde est comme aïe aïe, tu sais, j'en reviens pas comment on se fait voler, que tout coûte plus cher, le gaz aussi, la nourriture, l'inflation, on se fait voler par nos politiciens, les politiciens c'est tous des menteurs, c'est quasiment un coup d'État, il n'y a plus de démocratie, c'est quoi cette affaire-là, je veux dire, c'est finalement, c'est le privé qui fonctionne main la main avec le gouvernement, puis carrément la mafia, le crime organisé, puis tout, je veux dire, mais là, c'est qu'on disait qu'on était tout isolés, chacun de notre bord, à penser comme ça, puis là, on est en train de se rendre compte en parlant ensemble, parce que, toi aussi, tu penses de même, moi, toi aussi, moi aussi, je suis à bout, je suis comme, aïe, j'en reviens pas, c'est comme, on n'a plus besoin de ces gens-là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on est en train de se rendre compte que toute la classe politique, toute la tierce personne, ceux qui parasitent le système, qui disent nous représenter, puis prendre des décisions éclairées pour nous, finalement, ce sont que, justement ça, une tierce personne dont on n'a pas besoin. Et puis moi, je veux dire, je vous encourage fortement dans les conversations que vous avez à amener des solutions bien concrètes qui existent déjà. Là, je veux dire, on n'a pas besoin des politiciens là, ou en tout cas, on réduit la taille de ça grandement là, à quelques représentants qui sont vraiment gardés sous contrôle là, par la population. Et puis le reste, c'est la démocratie directe. Là, on n'a plus besoin de gens pour se rassembler puis faire des cirques de marionnettes, des shows montés carrément de politiciens qui supposément luttent contre l'autre et puis des partis qui finalement sont tous achetés par le même secteur privé, les mêmes lobbies, les mêmes intérêts et puis qui ne représentent plus du tout la population, hein, qui sont d'ailleurs de ce fait complètement illégitimes, discrédités. Réellement. Alors, passons à la démocratie directe. Hein? C'est un peu le message aussi du mouvement Occupy Wall Street. Hein? Donc, vous savez, en Suisse, ça fonctionne déjà. On fonctionne comme ça. On a des projets de loi, zap, la population passe leur carte et puis on vote et puis c'est fini. Là. Je veux dire, on arrête de niaiser. Là. On n'a plus besoin de gens. Je veux dire, on a tout fait l'expérience, le paradigme est maintenant bien clair pour la population. Moi, quand j'entends les sondages, là, que l'une monte d'un sondage, l'autre il descend, puis là, lui il fait une sortie contre l'autre, que ce soit en France, ici au Canada, au Québec, je veux dire, les gens réalisent aux États-Unis aussi le faux paradigme droite-gauche, là, je veux dire, républicains, démocrates, libéraux, conservateurs, je veux dire, les partis en France, c'est la même affaire. Écoutez, que vous votez pour un, que vous votez pour l'autre, ou là, on arrive, là, ils savent que la population est en train de se réveiller sur le fait de la droite puis la gauche. Fait que là, ils créent des supposés partis du centre ou des troisième voies ou whatever. Là, on arrive avec la CAQ ici au Québec. Je veux dire, écoutez, là, la solution est pas là, là. Je veux dire, on essaie encore de prendre la population à un même stupide jeu des marionnettes, là, pour essayer de vous divertir, pendant qu'on vous cache la vérité ultime, c'est que, voyons donc, là, on se fout de vous autres, là. C'est pas vous autres qui décidez, là. Je veux dire, vous avez aucun pouvoir, là. Il n'y a aucun pouvoir en démocratie, aucune démocratie qui existe réellement, là. Vous votez pour lui qui est corrompu, qui est déjà vendu, pis tout, ou lui qui est déjà vendu corrompu, ou lui ou les. C'est la même affaire, là. OK? Donc, un grand détour pour ça, pour vous dire que vous êtes là, puis je vois que vous êtes sa coche, là. Je veux dire, les gens sont bien informés. Puis dans la première émission, quand je suis revenu, j'ai parlé justement des banquiers, d'un peu de l'économie, et ainsi de suite. Et puis là, j'avais nommé le candidat du Parti socialiste, François Hollande, en France, comme étant un gars qui voulait supposément scinder les banques et puis tu sais de la façon que j'avais présenté l'information puis en fait que je l'avais trouvé c'était comme quelqu'un un peu qui posait comme quelqu'un qui était contre les banques et puis j'ai eu évidemment rapidement un commentaire de mon correspondant français Stéphane Poutoire et puis quelques autres qui m'ont écrit et puis qui m'ont dit attends un peu là tu fais une erreur là, François Hollande c'est l'élite là alors on m'a envoyé des informations alors je ne peux que vous féliciter et vous remercier. Je veux dire, c'est comme ça qu'on est fort sur l'Internet, c'est comme ça qu'on avance. Alors, moi, quand je fais une erreur, je corrige le tir et puis je vous tire mon chapeau. Là, c'est excellent. Alors, je reçois d'informations sur ce gars-là et puis qui m'apparaît être, c'est justement un bon exemple. Tu sais, de ce que je parlais de la troisième voie une voie du centre ou whatever, on nous présente des fausses solutions et puis on essaie tout le temps de nous attraper avec ça. C'est pour ça que même les Ron Paul, François Asselineau, je veux dire, il faut faire attention, peu importe les solutions qu'on nous présente, là, il faut être extrêmement critique et puis vraiment tout connaître de ces personnages-là.
parce qu'on va se faire avoir encore, ok? C'est un peu comme en Égypte où supposément qu'on a une révolution du printemps arabe et puis là, on remplace une dictature militaire par un autre. Tu sais, là, finalement, les Égyptiens sont pas bien plus contents, là, puis ça risque de revirer encore au vinaigre, là. Fait qu'on on nous fait croire que là, finalement, on a trouvé la solution. C'est un peu comme Obama, le sauveur. Hey, les premiers articles que j'avais écrits sur lui avant même qu'il soit élu, j'ai dit, attendez-vous pas à ce que ce soit un sauveur, là. C'est la même clique de un représentant de l'élite, là. Il est plus photogénique puis il parle bien. Mais ce gars-là, il est encore plus hypocrite. Au moins, Bush, il le disait. Je veux dire, on va vous tuer, on va rentrer en guerre contre vous, je veux le pétrole. Au moins, Bush, il était pas hypocrite, il le disait directement. Obama, il sourit bien ses caméras, mais il est encore pire que Bush, là. J'ai bien dit, il est encore pire que Bush. Oui, vous avez bien entendu. Je veux dire, lui, il agrandit la base de Bagram où la torture se produit en Afghanistan, les mêmes affaires Guantanamo. Dès ses premiers jours, il a autorisé les attaques avec les drones au Moyen-Orient, je crois que c'était au Pakistan, et ainsi de suite, et puis jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, les mesures répressives étaient aux policiers de surveillance, et ainsi de suite. Je veux dire, personne qui a été poursuivi dans les scandales financiers, dans les scandales de la torture. Arrêtez de faire à croire qu'il y a des sauveurs qui vont venir, là. Je veux dire, quand même bien que moi, je supporte quand même l'effort de Ron Paul aux États-Unis puis de François Asselineau en France. Je veux dire, il faut être tout le temps critique puis comprendre que c'est pas une personne qui va venir vous sauver, parce que si vous mettez en place une personne au pouvoir puis vous pensez que cette personne-là va être capable de vous sauver, je vais vous rappeler que François Mitterrand puis sa femme euh, avaient bien avait bien dit, cité, que s'était rendu au pouvoir, que s'était rendu compte que c'était pas vraiment le président euh, de la nation française qui possédait le pouvoir. Alors, c'est la même affaire partout. C'est pas Harper qui possède le pouvoir, c'est au Canada, puis même affaire aux États-Unis. OK, là, il faut comprendre que nos gouvernements ont subi un genre de coup d'État silencieux et invisible, mais qui est aussi grave qu'un coup d'État. Et puis, les conséquences sont là. OK? C'est-à-dire que on a affaire à des gens qui ne représentent plus du tout. Alors, François Hollande, ben c'est ça, c'est un gars qui prétend vouloir scinder les banques, mais finalement qui est complètement issu des intestins de la grande bête, de la tyrannie. Alors, vous savez, c'est vraiment pas quelque chose qui va vraiment nous aider. Alors lui, François Hollande, il remplace pour le moment DSK. Et puis, François Hollande est un young leader de la French American Foundation, la promotion de 1996. Il est aussi un agent américain qui a été choisi parce qu'il est young leader pour remplacer DSK, qui lui était membre des Bilderberg. Alors, moi, je vais avoir plus d'informations qui vont continuer à rentrer au fil des semaines et puis que je vous partagerai. Mais vous devez faire le lien avec différentes sur les groupes, des maisons, des institutions de réflexion qu'on les appelle des think tanks. Vous avez des liens à faire entre le livre de Eustace Mullins et puis de la French American Foundation. Il suffit de regarder qui finance le programme des Young Leaders, et puis là on retrouve la banque Lazare Frères qui faisait partie des pères fondateurs de la Fed en 1913. On dit aussi que on pourrait préciser que le ministre de la Défense française, M. Alain Juppé, est également un Young Leader, promotion 1981, et qu'il n'est donc pas étonnant de le retrouver en tête des promoteurs de la guerre en Libye et maintenant en Syrie pour servir les intérêts du nouvel ordre mondial. À propos de Hollande, il est le contraire de ce qu'il dit, et puis c'est le candidat de la finance et du lobby sioniste. C'est le jumeau de Sarkozy. Il sort de la même école, même origine, au service des mêmes intérêts contre le peuple. Donc, ce qu'il dit pour se faire élire sera le contraire de ce qu'il fera, car il sera élu probablement volonté d'alternance et dictature à deux partis oblige. Alors, vous comprenez, là, c'est ça de ça qu'il faut se méfier, là, constamment. J'ai un autre auditeur, l'amour fou, qui m'a écrit, puis qui est un peu froissé, disons-le, parce que j'avais pas répondu à son courriel, pas son courriel, en réalité, c'est un commentaire qu'il m'avait laissé, et puis il pensait que, j'agissais avec un certain mépris, mais on a discuté, puis il a compris que c'est déjà très difficile pour moi, je vais vous dire, chers auditeurs, même de produire l'émission chaque semaine, là, réellement. Je commence à manquer sérieusement de temps.
C'est vraiment très prenant là. Et puis, ben écoutez, je fais mon possible là, mais l'émission se retrouve partout sur plein de plateformes et puis je peux pas voir tous les commentaires partout là. Donc réellement, je fais mon possible. Si vous êtes un de ceux qui m'ont écrit en espérant une réponse, qui n'ont jamais eu de réponse, vous m'en trouverez vraiment désolé. Puis je m'en excuse. C'est pas de mauvaise volonté là. C'est vraiment soit parce que j'ai tout simplement humainement pas le temps de le faire ou tout simplement parce que j'ai carrément pas vu votre commentaire. Alors voilà, donc ne le prenez pas mal s'il vous plaît. Mais l'amour fou, lui, ben c'est ça, il nous parle aussi de un peu de l'émission puis tout, bon, et puis qui nous parle de Hollande, alors lui aussi qui fait partie du siècle, et puis de Mélenchon et franc-maçon. Il parle de Nicolas Dupont-Aignan qui est un young leader aussi, cheminade qui fait partie de Larouche. Alors il nous parle de Marine Le Pen aussi. Bon, alors vous voyez un peu les gens là qui ça c'est nos correspondants en France là qui vous voyez là qu'il y a vraiment un éveil de plus en plus de monde qui savent ce qui se passe et qui sont conscients. Euh, L'amour fou qui nous dit il y a peu d'espoir pour les petits Français au final de sortir de l'esclavage de la dette. Oui, il y a une réelle menace, mais soyez conscients que je veux dire toute cette tyrannie-là, cette élite ne peut fonctionner que parce qu'elle fonctionne dans l'obscurité. Et puis quand on tourne le spotlight sur les activités de ces gens-là, je veux dire déjà là, c'est quasiment une victoire c'est l'élément le plus important, c'est-à-dire c'est des exposés. Un coup qu'on force la bête à agir telle qu'elle est, à s'exposer, ben on a déjà un grand pas de fait. OK? Alors, vous avez des liens que je vais vous laisser qui viennent de cet auditeur qui est très gentil, qui nous a partagé des liens à les consulter. Et puis, il nous parle aussi du fameux test là, qui va être fait en France là, pour les 16 autres pays, le traité qu'on appelle MES, Mécanisme européen de stabilité. Et ben on parle en fait, il parle d'une pyramide de Ponzi géante avec des délégations des droits des députés français à Bruxelles et l'enchaînement dans la dette sans limite et sans recours juridique. Alors c'est sûr, là, en Europe, on est en train de créer un corps gouvernemental qui finalement ne répond pas du tout au principe de la démocratie, c'est-à-dire un corps décisionnaire gouvernemental qui est finalement le gouvernement européen sur lequel finalement la population n'a aucun pouvoir. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui sont élus de quelque façon, on peut pas les enlever de là. C'est des gens qui sont nommés. Je veux dire, parlez-moi d'une démocratie réellement, c'est complètement ridicule là. Donc voilà, réellement, c'est intéressant de voir toutes ces informations-là. Et puis, ben, vous avez aussi un autre exemple aux États-Unis, cette fois-là, c'est Rick Santorum. Alors, ça, c'est un des candidats à la candidature pour la chefferie du Parti républicain. Et puis, lui, qui est exposé la semaine passée comme étant un chevalier, en fait, de l'ordre de Malte, qui est connecté à l'Opus Dei. Alors, vous voyez que tout le monde est connecté d'une certaine façon. Si vous êtes, comment je vous ai dit, lorsque vous voyez des politiciens qui ont la faveur des médias, dont on voit tout le temps la figure un peu partout, qui sont présentés comme étant des candidats sérieux et importants, soyez certains que c'est des gens c'est un peu comme des chevaux présélectionnés par l'élite. Alors, ils ont déjà reçu l'assentiment ou ils sont carrément issus des entrailles de cette élite même. Et puis, c'est fascinant de voir à quel point tous ces gens-là sont les seuls candidats qu'on nous offre comme étant supposément des gens qui sont des gens normaux, des Américains normaux, des Canadiens normaux, des Français normaux, des Belges normaux, des Suisses normaux, ainsi de suite. Et en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont issus de la population normale, c'est vraiment des gens qui sont issus d'une caste, d'un groupe très restreint, de gens très influents, qui sont habitués de posséder, de pouvoir, qui sont dans les coulisses du pouvoir et qui sont extrêmement fortunés, et ainsi de suite. Alors, Rick Santorum, ben c'est ça, voilà, on apprend que ce gars-là est connecté, en fait, à l'ordre de Malte, et puis l'Opus Dei, et puis vous avez Craig Palast, qui est un autre journaliste très intéressant, lui qui parle de Romney,
qui est en fait un milliardaire. Alors lui, il se fait passer pour un simple millionnaire, déjà que on sait que seulement que les ultra riches ou les gens qui ont extrêmement de connexions financières peuvent espérer même être dans la course présidentielle. Alors oubliez ça si vous êtes un pauvre petit Américain ou ainsi de suite, là, vous avez aucune chance. Là. Et puis ben lui, écoutez, on apprend que finalement ce gars-là, il est connecté encore là avec la mafia bancaire mondiale. C'est une histoire encore là de gens qui sont connectés et qui possèdent des fortunes immenses. Et puis, ben c'est un peu comme le cas ici qui éclate au Québec avec la famille Desmarais puis les accointances des politiciens, des hauts fonctionnaires, etc. en visite au domaine de Sagard. Alors, vous avez des banquiers d'élite financière du 0,1% qui contrôlent la politique. Et réellement, là, c'est pas une question de arrêter là, avec la conspiration puis tout, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus vraiment de démocratie, là. Hein? Ce dans quoi on vit, ça s'apparente plutôt à une oligarchie ou une plutocratie. Hein? Donc, une oligarchie, c'est quoi? Ben, ça vient du grec oligos, peu nombreux, puis archaïque qui vient commandement, donc qui est une forme de gouvernement dirigé par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. L'oligarchie peut être faite des meilleurs, donc l'aristocratie au sens étymologique, des plus riches, une plutocratie, des technocrates, une technocratie, ainsi de suite. Puis la définition d'une plutocratie, parce que ça vaut la peine à un moment donné de se le rappeler, ben ça vient du grec plutos, alors richesse, et puis kratos, pouvoir, alors consiste en un système de gouvernement où l'argent constitue la base principale du pouvoir. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On n'a pas l'impression de vivre dans un système de même. D'un point de vue social, cette concentration du pouvoir dans les mains d'une classe sociale s'accompagne de fortes inégalités et d'une faible mobilité sociale. Ah bon. On dit que ce système est essentiellement une conception théorique et polémique. Ça, c'est ce qu'on dit sur le site de Wikipédia. Même s'il est courant de voir une très forte corrélation entre le pouvoir politique et la richesse. Alors, pensez à ça 2 secondes. Un autre exemple de ça, ben les Rothschild qui ont perdu en cours eux autres pour diffamation. Puis finalement, ben ça a eu pour effet de révéler au monde ce vieux secret, ce sale secret de la connexion entre l'argent et puis la politique. C'est un article qui a été publié dans le Independent en Angleterre. Donc, ben, ce qu'on apprend dans cet article-là, je vous invite à le lire, c'est en anglais, mais vous avez des traducteurs sur Internet que vous pouvez trouver. Là, entrez ça, vous allez avoir quand même une traduction potable là, si vous n'êtes pas capable de comprendre l'anglais. Mais pour vous faire une histoire courte, c'est qu'on apprend que ben, vous avez la famille Rothschild qui reçoivent des gens dans leur villa et puis sur leur yacht. Là, on parle de l'été 2008. Et ben, vous avez des gens qui se sont rencontrés ensemble, George Osborne, ainsi de suite. On rencontre différentes personnes qui sont comme le Monsieur Mendelssohn. Vous avez l'oligarche russe Oleg Deripaska qui sont rencontrés comme ça. Donc, vous avez plusieurs connexions entre des politiciens et puis des grands magnats, des riches, des puissants tycoons là, industriels qui se rencontrent ensemble et puis qui prennent des décisions favorables l'un à l'autre alors qu'ils font passer des lois favorables aux grandes compagnies, ainsi de suite. Alors, ça a commencé dans l'avion privé de M. Rothschild qui s'envolait en fait du forum de Davos, dans le sommet économique là, mondial, vers Moscou. C'est qu'il a rencontré M. Deripaska, qui est un manager d'une production, d'une manufacture d'aluminium. Et puis, ben, ces gens-là se sont rencontrés ensemble. C'est des rencontres secrètes, un peu comme ici dans le domaine de Sagard. Bien que vous avez ici Jean Charest qui a déclaré dans les médias, oh non, 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 c'était des événements sociaux où il y avait plusieurs centaines de personnes. On essaie de vous endormir au gaz, là, évidemment. Écoutez, vous voulez voir le vrai gouvernement, là, ben, le vrai gouvernement, là, ici au Québec, ben, c'est Desmarais, c'est Power Corporation, c'est l'autre Pelado, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Au Canada, ben, c'est le Council of
Chief Executive of Canada. Là, c'est les chefs exécutifs là, des gros CEO de grosses compagnies industrielles. Aux États-Unis, vous avez Wall Street, vous avez les banquiers. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, je veux dire, c'est puis là, ben, ces trucs-là sont révélés au grand jour. Là. Je veux dire, c'est plus des théories de conspiration. Là, c'est carrément, c'est ça. C'est les gens qui se rencontrent ensemble pour arranger le monde politique pour que tout ça s'organise super bien avec le monde privé, de l'argent et des milieux financiers. Et puis ces trucs-là sont maintenant exposés. OK? Donc vous avez tout cet article-là, vous allez vous rendre compte, mais vous allez voir que c'est comme ça un peu partout. Euh, le dindon de la farce, ben, c'est évidemment tout le temps la population. Alors, la population qui se rend compte que réellement, elle est complètement délaissée par son gouvernement. Et puis, c'est un peu une stratégie, si vous voulez, de cette élite qui cherche ouvertement. Là, c'est quand encore là, les gens auraient tendance là, à vouloir penser que c'est des théories de conspiration. Je reviens souvent avec ce mot-là parce que il faut désamorcer les choses au fur et à mesure qu'on avance. Mais écoutez, il y a réellement, vous devez vraiment vous rendre compte que c'est pas un hasard là, si ces choses-là se produisent. Je veux dire, quand on a des compagnies privées qui financent, qui sont derrière les représentants qui sont élus, autant ici au Canada, aux États-Unis. Je veux dire, vous avez des lobbies qui investissent tellement d'argent dans les politiciens, et puis des retours d'ascenseurs, ainsi de suite, de corruption aussi au Québec avec tout le dossier de la construction à Montréal, puis tout. C'est vraiment pareil partout. Vous allez vous retrouver avec des agences qui sont censées assurer la sécurité alimentaire des citoyens, autant aux États-Unis, au Canada, en France, en même affaire, qui sont censés assurer la sécurité des gens, mais qui finalement, vous avez des portes qui sont ouvertes entre ces agences gouvernementales et puis les compagnies privées d'alimentation, ainsi de suite. Et puis, ben finalement, on protège plus la population, je veux dire, on protège juste les intérêts de ces compagnies-là. Vous avez un exemple ici qui a été publié sur la cyberpresse. On apprend que du sirop de riz brun biologique qui contient de l'arsenic, qui s'est retrouvé dans des barres de céréales et des préparations pour nourrissons qui sont vendus ici au Québec, au Canada. Santé au Canada est au courant. Alors, c'était une autre raison, après le fluor et tout le reste, de finalement fermer ces agences-là, ou ainsi de suite. Mais vous devez comprendre que, comme je vous disais, c'est pas des théories de conspiration. Quand je vous dis que cette élite financière, cette élite mondiale, le 0,01%, veut amener une gouvernance mondiale à travers les systèmes financiers, à travers la santé, et ainsi de suite, à travers l'alimentation. C'est écrit dans les propres documents qu'ils produisent. Je veux dire, autant l'agenda 21, vous avez différents trucs, documents du Club de Rome, des Bilderberg, vous avez de l'ONU, vous avez écoutez, là, des traités un peu partout, je veux dire, c'est annoncé dans les médias, ainsi de suite, là. Alors, pour instaurer cette genre de gouvernance mondiale, on avait deux choses à détruire, deux entités, deux institutions, c'était celle de la famille. Alors détruire les valeurs de la famille, ainsi de suite, et puis ensuite détruire la confiance des gens qui ont envers leur gouvernement. Alors, vous devez comprendre qu'il y a un effort volontaire pour carrément faire en sorte que les gens détestent les gouvernements intensément, puis n'y voient aucune solution. Et puis, il faut faire attention. Je veux dire, là, il faut comprendre d'un côté les structures gouvernementales, en fait, ce qu'on peut en faire, et puis de la façon qu'ils sont utilisés. Je veux dire, on a besoin, même si on fonctionne dans un système de démocratie directe, d'une certaine structure pour s'organiser socialement. OK? Parce que sinon, on va se faire organiser par cette élite-là. Je veux dire, eux autres, ils veulent faire en sorte qu'on détruise la souveraineté nationale, qu'on détruise le concept d'une nation, des pays, pour qu'eux autres aient un pouvoir sur toutes les nations du monde. Ça a l'air d'un gros complot que je suis en train de vous énoncer de même, mais écoutez, c'est la réalité, là. Je veux dire, regardez les gens, tout le monde est découragé, ben raide, tout le monde est enragé contre les gouvernements. Ce qui a pour résultat, vous savez, on est tout le temps dans le fameux paradigme de problème, réaction, solution, où on est en train de créer un problème et puis on arrive avec une solution déjà préfabriquée
qui va venir après votre réaction, là, je veux dire, à cette histoire-là. Donc, les gens vont regarder toute cette corruption, tous ces gouvernements qui, finalement, ont été détournés, qui ont subi un coup d'État, et puis on va les rejeter d'un bloc en ne comprenant pas que la solution qui va déjà préparée, préfabriquée par cette élite, c'est de dire, écoutez, ça n'a plus d'allure, l'histoire des nations, tout le monde tire sa couverte de son bord avec des réglementations différentes, des lois différentes, une monnaie différente, des systèmes financiers différents, et ainsi de suite. On a besoin d'un système global, d'un système mondial. Et puis, comme par hasard, qui ces gens-là vont proposer de mettre au sommet de ces structures-là, qui vont être complètement antidémocratiques, c'est-à-dire qui ne seront pas contrôlés par le vote, par le choix de la population, ben c'est eux-mêmes. Alors c'est ces mêmes gens qui sont en train d'instaurer cette tyrannie, qui vous surveillent, qui volent votre argent, qui parasitent le système, qui vous taxent, qui vous oppriment, qui vous surveillent, ainsi de suite, là. Je veux dire, c'est les mêmes. C'est ces mêmes banquiers privés, ces gens Wall Street puis à Londres qui ont crashé le système financier en 2008, qui ont pas resté, qui ont fait la fraude la plus importante de toute l'histoire financière de la planète, qui se proposent de le réparer, qui se proposent comme étant les sauveurs et qui vont se proposer être ceux qui devraient réguler le système mondial économique, aussi alimentaire, énergétique, et ainsi de suite. Hein? Donc, il faut être très, très conscient de ça. Alors, ben c'est ça. On se retrouve avec, maintenant, qu'on fait cette distinction-là, c'est-à-dire qu'avoir une agence de la santé qui protège la santé publique, c'est important d'en avoir une. Mais sous la forme présente, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. OK? Alors, on s'est retrouvé avec des taux inquiétants d'arsenic qui ont été détectés par des chercheurs américains dans les barres de céréales, des laits maternisés, des gels énergisants sucrés avec du sirop de riz brun. Alors, des résultats qui sont pertinents chez nous ici au Canada parce que plusieurs de ces aliments sont vendus des deux côtés de la frontière. Donc, un article que je vais vous laisser lire. Alors, des taux d'arsenic élevés dans plusieurs de ces produits-là, contenant 84 et 171 parties par milliard. Donc, Santé Canada qui est au courant, mais on poursuit pareil, même affaire comme les OGM, et ainsi de suite. On exploite vraiment n'importe quoi, je veux dire, il n'y a plus aucune valeur. On se retrouve avec, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, Whitney Houston qui est décédé, et puis 30 minutes après, l'annonce de sa mort, ben vous avez The Ultimate Collection, l'album en Angleterre qui a sauté de prix de plus de 60%. 30 minutes après l'annonce de sa mort, selon Digital Spy. Alors, voyez comment qu'on profite de tout d'une façon vraiment éhontée. On se fout carrément de la sécurité de la population. J'avais un autre article ici pour vous présenter. C'est des camions aux États-Unis qui circulent sur le territoire, des camions qui transportent des têtes nucléaires. Alors, des camions qui comptent 18 trous, là, des grands transporteurs. Et puis là, vous avez une carte avec toutes les routes à travers les États-Unis qui sont utilisées par ces camions-là. C'est incroyable. Un programme qui coûte 250 millions de dollars par année. Vous avez plus de 600 courriers comme ça qui sont employés par des agences secrètes dans le département américain de l'énergie et puis qui utilisent les routes les plus occupées des Amériques pour transporter des matériaux radioactifs. Alors, imaginez. De toute façon, on vous parle de sécurité réellement, là, c'est assez incroyable. Ici au Canada, on descend aussi dans l'état policier. Là, on va vraiment voir la face de Harper, là, la droite néoconservatrice, pro-sioniste, l'extrême droite évangélique, là, religieuse. On va faire des dégâts extrêmes, je veux dire, au Canada dans les prochaines années. Vous avez le ministre de la Surveillance électronique, Vic Tase, lui, qui comme Harper, sont en train de mettre la main sur l'Internet, le grappin. Là. Vous avez Harper qui a commandé une étude sur l'agitation politique au Québec. Alors, vous voyez, ça commence, là. Ça va être laid. Si vous pensez que ça peut pas arriver ici au Canada, là, puis au Québec, là, une tyrannie qui s'installe, là, vous allez être surpris. Vos illusions vont mordre la poussière, je vais vous dire. Si vous ne rêvez pas assez tôt, peu importe là d'où vous nous écoutez, là, que vous êtes en France ou la même maudite affaire, je veux dire, il va être trop tard, là. C'est bien plate, là, mais je veux dire, là, on travaille carrément contre nous, là, on est en train de nous mener une guerre directement, là.
Ici, on a un projet de loi au Canada qui s'appelle C30, C51, qui est la loi sur l'accès légal et loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs, excusez-moi. Évidemment, on se cache tout le temps sur des beaux motifs comme ça, protéger des enfants des cyberprédateurs. Alors, évidemment que, je veux dire, personne ne va être contre ça. Évidemment. Et puis, c'est en utilisant des faux prétextes comme ça, tout en se cachant dessus des belles bannières comme ça, qu'on force les gens à accepter ces plans qui se cachent réellement derrière ces supposées belles initiatives. Euh, Écoutez, les gens là au gouvernement de Harper, là, en réalité, je vais vous dire bien franchement, ils s'en foutent pas mal des enfants. Ce qu'ils veulent faire, c'est surveiller surtout ce qui se dit sur Internet, la dissidence politique. On va se servir de ces lois-là pour fermer des sites Internet, puis c'est déjà arrivé en Australie, puis aux États-Unis, puis ailleurs, en France aussi, où on ferme des blogs qui sont dissidents, qui parlent même pas ou qui touchent absolument rien avec la pédophilie ou quoi que ce soit. Ben, on les embarque dans le top, on les ferme au nom de la protection des enfants, et ainsi de suite. Hein, on a déjà des lois qui existent à ce moment-là pour s'occuper des pédophiles. Je veux dire, des lois qui fonctionnent déjà très bien. Alors, il y a une autre raison pour apporter ces supposées nouvelles lois qui sont liberticides. Alors, c'est évidemment très facile d'utiliser un prétexte de vouloir lutter contre les pédophiles. D'ailleurs, Vic Tase a déclaré que vous êtes avec nous, vous êtes avec les pédophiles. Hein? Vous avez même le Bloc québécois qui est censé représenter les Québécois, qui est d'accord en principe avec la loi liberticide C30. Fait, comme je vous dis, il n'y a pas de... Faites bien attention avec les fausses solutions. Là. Alors, vous avez un document, vous pouvez consulter, renforcer la résilience face au terrorisme, stratégie antiterroriste du Canada. Vous voyez, là, on est parti là, dans la folie, là, ici. Là. Le Canada, la police pourrait épier les internautes sans mandat. Alors, c'est de ça qu'on parle. Épier les internautes sans mandat. Surveillance d'Internet, le projet de loi 130 suscite critiques et inquiétudes. Ben, je comprends donc, là. Alors, on vous dit, écoutez, on passe à la loi C30, vous êtes avec nous, vous êtes avec les pédophiles. Essayez de vous battre contre un argument comme ça. Non, je veux pas la loi C30 parce que c'est liberticide, ça n'a aucun sens d'épier, de surveiller les gens, d'espionner des gens. La police canadienne, la police peut épier, espionner, surveiller les communications des Canadiens sans mandat parce qu'on dit lutter contre la pédophilie. Mais si on s'oppose à ça, ben on nous dit « Ah, ben vous êtes pour les pédophiles. » Vous voyez, un genre d'argument complètement débile qu'on avance pour essayer de fermer la gueule. Un appel à l'émotion qui est d'aucune subtilité. Un populisme de bas étage. On voit vraiment maintenant ce que ça donne les réformistes et les alliancistes de l'Ouest du Canada quand ils sont au pouvoir. Alors, évidemment qu'on veut laisser du débat, on essaie de framer le débat, excusez-moi pour l'anglicisme, pour laisser dehors des éléments comme ben la vie privée, elle, hein, la liberté d'expression, peut-être, non? Peut-être, non? Alors, le gouvernement affirme que quiconque s'opposant aux plans fédéraux visant à faciliter la surveillance électronique par la police et les services de sécurité est du côté des pédophiles. Ben ouais. Donc, c'est à ça qu'on a affaire, chers amis. Donc, il va falloir être bien conscient de ce qui se passe, là, parce qu'on est en train de nous en passer des belles. On veut surveiller sur l'Internet les critiques. Hein? Le régime de Harper qui prévoit introduire la loi de projet C51. Et puis, vous avez un article là, qui détaille de tout ce qui en est question. Il faut que vous vous informiez pour savoir ce qui s'en vient, parce que si on se mobilise pas contre ces trucs-là, ben c'est bien de valeur, chers amis, là, mais on peut dire bye-bye à la démocratie puis à notre supposée illusion de vivre dans un État libre. Je veux dire, on est en train de sombrer réellement et littéralement, concrètement dans une tyrannie. Là. On parle ici d'un truc qui permettrait, en fait, ça obligerait les fournisseurs de services Internet à installer de l'équipement qui leur permettrait de surveiller et de conserver les données de navigation Internet de leurs clients. Les fournisseurs pourraient se voir demander par la police de recueillir et conserver les données de navigation d'une personne soupçonnée de se livrer à des activités criminelles. Ben oui, soupçonnée, pas... La loi rend également la procédure plus facile pour les autorités répressives d'activer des mécanismes de suivi dans les téléphones cellulaires afin qu'ils puissent connaître les allées et venues des personnes soupçonnées de crimes. S'ils sont soupçonnés d'être des terroristes internationaux, la loi permettra à ce suivi d'aller jusqu'à 1 an, plutôt que la limite actuelle de 60 jours. Ça s'est rapporté par la Gazette.
Vous avez le Financial Post qui rapporte que les opposants au projet de loi soutiennent que les nouvelles dispositions légales permettraient à la police d'obtenir des informations personnelles sur un aspect chaque fois qu'il le souhaite sans l'obtention préalable d'un mandat, alors que les lois actuelles permettent seulement à la police d'éviter un mandat dans les situations d'urgence. Ainsi de suite. Alors, très grave. Très grave. Donc, allez consulter toutes les nouvelles par rapport à ça. Et puis, réfléchissez à ça un instant parce que vous avez une situation qui se dégrade rapidement au Canada. Vous avez même un conducteur en Ontario qui réellement a eu un peu la peur de sa vie. Là. Il est très inquiet. Il a trouvé, lui, un de ses bidules de traçage, alors de pistage sous son camion. Alors lui, il se penche en dessous de son Ford F-250. Il voulait regarder les freins, et puis là, il regarde quelque chose qui flashait, et puis c'était un système GPS. Imaginez, GPS. Qui l'a mis là, on va savoir, la police, les services secrets. Alors, voilà. Il y a tellement d'exemples comme ça. J'en ai plusieurs pages ici de ces trucs, de ces exemples, de cet état, excusez-moi, de cet état policier, état de surveillance, de répression qui est en train de s'installer partout dans nos sociétés. Ici au Canada, au Québec, ben là, on est en train de parler d'installer ces fameux photoradars. Alors, ça, c'est une façon d'aller vampiriser encore, parasiter les gens, aller chercher encore plus d'argent dans leur poche. Vraiment, on essaie de nous vider de toutes les parts, de tous les côtés. On dit évidemment que excusez-moi, selon la loi, on peut pas installer ces photoradars-là dans le but de faire de l'argent, mais écoutez, on sait très bien que, je veux dire, écoutez, on a eu des photos radars qui ont été installés ici pour expérimenter, et puis il y en a un de, je pense qu'il y en avait 16 ou une vingtaine, en tout cas, qui ont été installés, puis juste à un, on a ramassé 10 millions de dollars, là, je veux dire, chers amis, vous savez, ces trucs-là, là, c'est encore une autre façon de tout le temps venir en chercher plus dans vos poches. Ça continue comme ça. Écoutez, vous avez les étudiants aussi on veut faire payer plus. Vous avez la grève étudiante ici au Québec là, qui vraiment fait rage. On a eu la même affaire en Angleterre il y a quelques semaines. On veut augmenter les frais partout. Je veux dire, écoutez, belle façon de partir dans la vie. Hein? On dit que les étudiants doivent payer leur juste part. Pourquoi qu'on leur paierait pas on leur paierait pas les études? Hein? Je veux dire, vous avez des nations comme au Danemark où les gens sont payés pour aller à l'université. Je veux dire, on donne la chance à tout le monde au lieu de créer un système quasiment semi-privé ou carrément privé ou qui coûte extrêmement cher comme aux États-Unis où on fait en sorte que seulement que la classe la plus riche peut se permettre une éducation puis les plus pauvres restent finalement dans la classe des plus pauvres et des inéduqués. Alors, vous avez tellement d'exemples comme ça. Vous avez le dossier des compteurs intelligents aussi qui sont installés partout. Ça, c'est un truc sur lequel il va falloir que je revienne aussi dans une émission. Peut-être même avoir un invité si je peux. Ces fameux compteurs intelligents qu'Hydro-Québec ici, se supposée société d'État qui nous appartient. On veut dépenser 1 milliard de notre argent sans nous consulter, sans notre consentement. On veut nous installer des fameux compteurs intelligents qui vont nous zapper de radiofréquences à très haute fréquence et puis on va baigner là-dedans de plusieurs impulsions par minute. Ça mesure le fonctionnement de tous les appareils électriques et électroniques dans la maison. Finalement, c'est une autre façon de savoir d'envahir, si vous voulez, encore plus profondément notre intimité, notre vie privée. Hein? Donc, vous avez plus le droit d'avoir de vie privée. On veut tout savoir sur vous. Je veux dire, tout se bien d'installer une caméra sur notre tête puis d'enregistrer tout ce qu'on fait. Là. Je veux dire, tant qu'être rendu là. Donc, il faut quand même pas décourager non plus. Et puis, un peu comme j'ai fait un appel pour la fluorure, je lance un autre appel aussi. Vous savez, c'est ça aussi, il faut prendre conscience qu'on n'est pas les seuls à être contre ces conneries-là. Les compteurs intelligents d'Hydro-Québec, là, je veux dire, au Québec, il y a de plus en plus de gens qui s'opposent à ça. Et puis là, ben, on apprend cette semaine que vous avez à Saint-Ligory, à Saint-Colomban, vous avez à Villeray, d'autres municipalités comme ça qui se sont déjà organisées, les citoyens se sont organisés. Attendez pas qu'on vienne vous sauver, là. C'est vous qui allez devoir jouer les héros, là. Chaque personne va devoir jouer le héros dans cette histoire-là, là.
les gens vont devoir s'opposer à ces conneries-là. Je veux dire, vous voulez installer des appareils, qu'on appelle des compteurs intelligents, aux frais de 1 milliard de dollars, de nos frais, là, c'est nous qui allons payer ça, et ça va être installé chez nous, sans notre consentement. Une société d'État qui est censée nous appartenir, je vous donne un maudit problème, là. Il est temps qu'on s'oppose à ça, puis qu'on arrête de penser qu'on n'a pas de pouvoir. Je veux dire, on a le pouvoir de les faire trembler, ces gens-là. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, comme disait l'autre. Réellement, là, chers auditeurs, n'oubliez jamais cette composante-là. Prenez conscience qu'on est loin d'être les seuls à penser pareil. Il suffit juste de commencer à parler autour, à son voisinage, aux gens, de s'organiser collectivement, et puis on s'oppose à ça. On n'est pas obligé de les laisser faire, là. Je veux dire, on n'est pas à la merci. Il n'y a pas de loi qui nous oblige à accepter ces affaires-là si on veut pas, là. OK? C'est nous qui faisons la loi. Donc là, vous avez plusieurs exemples de ça. Vous avez un autre programme gouvernemental en Grande-Bretagne où on veut suivre comme ça, enregistrer tous les appels téléphoniques, les textos, les courriels, et ainsi de suite, tous les détails qui vont être gardés pour jusqu'à 1 an. Alors, vous voyez, je passe ça très sommairement, les nouvelles, mais je vous dis, c'est tout documenté, là, allez voir ça. Vous avez les Nations Unies qui veut prendre contrôle de l'Internet, je vous en parlais, vous avez la SOPA aux États-Unis aussi qui cherchait à prendre contrôle de l'Internet, mais là, c'est carrément mondial, là, vous avez les Nations Unies qui veut avoir un contrôle international sur l'Internet. Alors, voilà le One World Government, le gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place, un article qui vient du Wall Street Journal. Alors, vous voyez, ces informations-là, ça vient pas d'un site conspirationniste d'un gars qui écrit ça dans sa cave là, chez eux. Là. Non, 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 ça vient du Wall Street Journal, la version online. Alors, les Nations Unies qui veut devenir la police de l'Internet. Alors, ils sont en train de mettre en place un processus diplomatique qui va commencer à Genève aujourd'hui même et qui pourrait résulter dans un nouveau traité qui pourrait donner des pouvoirs sans précédent aux Nations Unies sur l'Internet. Alors, vous avez des douzaines de pays qui incluent la Russie et la Chine qui poussent très fort pour atteindre ce but d'ici la fin de l'année. Donc, ça fait dur, là. Ça fait dur. On est en train de perdre la neutralité de l'Internet. On est en train de perdre cet outil et puis attendez pas qu'il soit trop tard. C'est ce que je peux dire. Vous avez un autre article, comme je vous dis, absolument important à aller voir là, à propos de ça. On parle d'un contrôle international sur les données privées, la sécurité cybernétique. La cybersécurité, n'était pas cybernétique, c'est la cybersécurité qu'on veut instaurer. On voudrait permettre aux compagnies de téléphone de charger des frais pour le trafic Internet international ou à charger par clic pour certaines destinations du web pour générer des revenus. Imposer des régulations économiques sans précédent, des termes et conditions qui pourraient réguler le trafic de l'Internet. Vous allez voir toutes sortes de points comme ça qu'on veut mettre en place, finalement privatiser l'Internet, l'arrêter, le ralentir, ainsi de suite. Obama qui veut lancer des équipes de vérité. Alors, imaginez, on est en train de créer des équipes de propagandistes finalement. Là, je veux dire, on veut mettre en place en fait un effort pour trouver et puis éduquer environ 2 millions de supporters qu'on va appeler des Grassroots Communications Team, qu'on va appeler des Truth Team, alors des équipes de la vérité pour aller répandre toutes sortes de niaiseries dans le peuple. Alors, Obama, lui, qui se bat aussi pour garder en place les pouvoirs d'écoute électronique qui sont complètement contre la Constitution américaine. Alors, vous voyez un peu la moralité, là, l'état de pensée de l'administration Obama. Aux États-Unis et aussi qu'au Canada, ben, on fait faire les recensements. Bon, j'ai trouvé le mot. On fait le recensement. Ben, on a donné ça dans les mains d'une compagnie qui s'appelle Lockheed Martin, qui est un manufacturier d'armement. Alors, vous avez d'ailleurs le bureau du recensement américain qui a donné un contrat de 500 millions de dollars à Lockheed Martin. Pourquoi? Ben, pour gérer les données de ces recensements.
Alors, quand même assez incroyable. Ben, puis, ceci combiné avec la nouvelle que le gouvernement est en train d'implémenter aux États-Unis, un plan des Nations Unies pour marquer toutes les résidences au GPS. Alors, savoir la position GPS de toutes les résidences du monde. Ce qui pourrait rendre possible l'envoi de drones au lieu de personnel gouvernemental lorsque le gouvernement le choisit. Pourquoi je parle de ça? Ben parce que vous avez Obama qui a permis, vous allez voir ça dans les nouvelles aussi, qui a permis d'ici les prochaines années l'utilisation de 30 000 drones. Donc des drones, c'est quoi? C'est ces fameux avions pilotés à distance qu'on utilise au Moyen-Orient, hein, qu'on utilise pour lancer des bombes sur des civils, qu'on dit être des rebelles ou des whatever, des terroristes, ainsi de suite. Et puis là, ben, on veut amener la guerre ici au pays, là, carrément. Je dis ici, c'est en Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc, on est en train de faire comprendre au peuple carrément que la population américaine, la population en général est l'ennemi perçu par l'élite. Alors, on a besoin de surveiller cette population-là sous plein de prétextes de combattre contre la pédophilie ou ainsi de suite. Mais oui, c'est ça. Donc, on va mettre en place 30 000 drones et puis ces drones-là sont capables de faire de l'espionnage électronique, ainsi de suite, même de livrer des charges électrique de taser ou tout simplement avoir des bombes, ainsi de suite. Donc, on va être capable de non seulement surveiller le peuple américain de façon constante et complète, totale, de leurs allées et venues. On peut utiliser les systèmes de tracking, de GPS, et ainsi de suite. Là. Je veux dire, c'est vraiment très avancé. Alors, c'est là où on est rendu. La presse aux États-Unis est rendue en 99e place dans ce qu'on appelle le Press Freedom Index. Alors, l'index si vous voulez, l'indice de la liberté de presse. Ensuite, vous avez, comme je vous disais un peu plus tôt, les États-Unis qui vont agrandir la prison de Bagram en Afghanistan. Alors, on devait la fermer. Alors, au lieu de la fermer, ben, on va l'agrandir. Donc, on va investir 35 millions de dollars pour qu'elle abrite plus de 2000 détenus. Alors, c'est fantastique. Alors, vous voyez que c'est un élan de liberté qui souffle sur les États-Unis. Donc, Kaboul, voilà. Ensuite, on continue. Vous avez le HR 1981 aux États-Unis qui est encore là, le Protecting Children from Internet Pornographers Act. Alors, c'est la même histoire de vouloir combattre comme la supposée pornographie infantile sur l'Internet. Et puis là, ben, on est en train d'utiliser évidemment, comme je vous disais, cet argument pour finalement contrôler l'Internet. Et ce qui s'est dit, vous savez que l'FBI a d'ailleurs été pris à mettre un lien sur un blog, sur un site Internet qui menait vers un site de pornographie infantile. Et puis après ça, on a accusé le propriétaire du blog d'avoir des liens et puis de participer à la pornographie infantile. Alors ça se fait, là. Vous êtes conscient de ça, ok? C'est comme vous allez trouver dans les nouvelles de la semaine aussi, ce cas d'un terroriste qu'on a arrêté aux États-Unis qui apparemment était lié à l'Iran et puis finalement on apprend que c'est le FBI qui finalement qui l'entretenait, qui lui donnait des informations, qui l'incitait à faire un attentat terroriste et puis qui au final lui a fourni des bombes. Alors après ça, ben le FBI arrive comme un sauveur puis il dit qu'on a arrêté un terroriste. Alors on arrête ses propres terroristes, les terroristes qu'on fomente et puis qu'on met en place pour épeurer la population. Et puis après ça, ben, on fait des peurs en vous disant que là, les dangereux arabes ou les dangereux iraniens veulent tous nous tuer. Alors, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc, plusieurs internets, Daily Mail qui publient sur les firmes internet qui lisent vos textos, vos courriels et qui regardent même vos photos à travers des applications de smartphone que vous téléchargez sur vos téléphones intelligents. Alors, toutes sortes d'exemples comme ça. Le Wyoming qui se prépare à un scénario de la loi martiale aux États-Unis. On est en train de préparer une monnaie de rechange dans l'éventualité où le dollar américain s'effondrerait. Bon, toutes sortes de nouvelles comme ça. Vous avez encore là le NPD, ici on parlait des faux sauveurs et ainsi de suite, des politiciens, ben là vous avez le Parti social-démocratique du Canada, le NPD, qui se cherche une nouvelle tête depuis la mort de voyons, c'était quoi son nom lui en tout cas j'ai oublié son nom là, le moustachu j'ai oublié son nom
en fait qui est décédé malheureusement, et puis là on cherche quelqu'un pour le remplacer, et puis ben là vous avez différentes personnes qui se présentent comme étant le sauveur du parti, dont Thomas Mulcair, qui finalement ben est un gars qui place Israël en premier. C'est un pro-sioniste, pro-Israël. Alors, vous voyez, on s'en sort pas. Quand vous parlez des médias qui mentent, ben, vous avez la BBC qui a été pris la main dans le sac, alors avec de la propagande, si vous voulez, qui est financée, sponsorisée par l'État. Donc, ça aussi, c'est un dossier. Allez voir des programmes qui ont été présentés sur la BBC, des documentaires qui brisaient les règles, finalement, parce que ça a été fait par, en fait, un tiers parti, euh, en fait, de gouvernement et de firmes, et puis c'est pas présenté comme tel. Alors, on fait passer finalement de la propagande comme étant de l'information factuelle, comme des reportages journalistiques. Hein? Donc, dans d'autres mots, c'est de la propagande, c'est pas des nouvelles d'information qui est légitime. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Vous avez une vidéo de 3 minutes ici, un directeur de la CIA qui admet avoir manipulé les nouvelles américaines. Alors, on parle des nouvelles qui sont présentées aux États-Unis. CBS qui confirme. Vous avez un lien à la source pour confirmer ça par vous-même. Donc, on parle ici de 6 méga corporations médiatiques aux États-Unis. Et puis, on parle évidemment encore là du contrôle politique, même en fait, qui contrôle politique qui est contrôlé par évidemment le pouvoir monétaire, ainsi de suite, et qui contrôle aussi ces nouvelles. Alors, donc, donc, plusieurs nouvelles comme ça. Faites attention aussi aux choses auxquelles vous donnez votre accord sur Internet. Alors, vous avez plusieurs, vous avez ces accords auxquels on clique là, quand on fait partie, quand on veut entrer sur différents sites Internet ou ainsi de suite, ou des programmes qu'on veut utiliser. Vous avez un article ici qui s'appelle 6 accords d'utilisation terrifiants que vous avez probablement acceptés. Et puis là, vous en apprendre des bonnes là-dedans. Je veux dire, des choses qu'on a acceptées. On met des photos des fois sur Internet et puis on donne la permission sans le savoir finalement parce qu'on lit pas tous ces termes-là. Sans savoir, ben ces photos-là appartiennent maintenant à ces compagnies-là, peuvent les utiliser dans les publicités, peuvent en faire, peuvent finalement en profiter, faire de l'argent, et ainsi de suite. Alors, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. YouTube, vous avez un exemple flagrant ici des chiffres de visionnement qui ont été enlevé carrément par YouTube. Alors, une vidéo qui avait 8400 vues, visiteurs, et puis après ça, les compteurs ont été remis à 7. Écoutez, ça nous est arrivé ici à l'autre monde, c'est pas une grosse nouvelle. C'est une façon de censurer, de faire en sorte que ces vidéos-là montent pas au top, puis créer un genre de buzz. L'État policier continue aux États-Unis, le NYPD à New York qui a été questionné plus de 1900 personnes par jour en 2010. Alors, on a battu des nouveaux records. Écoutez, c'est plus de 601 055 personnes qui ont été arrêtées. Alors, des arrêts, puis on fouille des personnes. On est en train de tomber dans une tyrannie. Là, c'est carrément débile. Là. Donc, on est rendu maintenant à 684 330 là, pour 2011. Personne, des arrêts comme ça. On arrête tout le monde sur la rue. Donc, on pratique les gens avec des bons petits esclaves. Et puis, ben là, vous avez un événement qui s'en vient aussi. C'est le FBI qui se prépare à fermer les serveurs DNS pour supposément enlever un virus trojan qui circulerait ou qui serait présent sur différents sites Internet. Alors, ça, c'est un sujet aussi assez particulier sur lequel on va devoir faire bien attention parce que ça va se passer le 8 mars. Alors, ça s'en vient très bientôt. Le 8 mars, alors le FBI qui risque de fermer, d'éteindre environ 8 millions de sites Internet. Excusez-moi, c'est 4 millions. Et puis, ben écoutez, c'est assez particulier parce que juste avant le 9-1, qui est une fausse attaque, finalement, une attaque terroriste sous faux pavillon, on dit false flag attack, ben on avait d'ailleurs fermé, éteint comme ça plusieurs sites musulmans et ainsi de suite. Alors c'est un peu une tactique là, qu'on emploie là, juste avant le déploiement d'un événement crucial là, pour essayer de contrôler le flot de l'information dans les premières secondes, minutes et heures de l'événement. Donc gardez les yeux ouverts ce 8 mars.
un événement très particulier qui risque d'arriver. En tout cas, regardez l'œil ouvert, c'est ce que je vous dis. Et puis, un autre indice aussi, c'est à savoir si lors de la Pourim, les Israéliens ou ben non, ceux qui sont télécommandés à distance vont attaquer quelqu'un ou quoi que ce soit. Parce que vous savez, la Pourim, si vous savez pas c'est quoi, P-O-U-R-I-M, faites une petite recherche là, sur Internet, là, vous allez comprendre un élément important de la culture juive. Et puis, ben, la Pourim va être célébrée à partir du coucher du soleil le 7 mars jusqu'à la tombée de la nuit le 8 mars. Et puis, est-ce que c'est juste une simple coïncidence que l'FBI a annoncé qu'ils vont restreindre l'accès à l'Internet durant cette période de temps? Alors, vous allez voir que on va essayer d'aborder d'ici la fin de l'émission un peu le sujet bien important de ce qui se passe en Syrie et en Iran. Et on sait qu'on est vraiment tout proche réellement d'un événement majeur. Là. On a beaucoup de force, beaucoup d'indices, beaucoup de signaux. En réalité, tout est en place exactement comme juste avant l'attaque de l'Irak en mars 2003. Tout est là. Tout est en place, les effectifs militaires, la propagande, tout est là pour indiquer que une attaque va être lancée, soit directement contre l'Iran, de la part d'Israël ou des États-Unis, ou via la Syrie avec laquelle l'Iran a un pacte de défense mutuelle militaire. Alors c'est une façon détournée de finalement provoquer l'Iran dans un conflit militaire pour grosso modo, pour deux raisons. En réalité, là, je pense, là, c'est premièrement parce que la Banque centrale de l'Iran et puis la bourse de pétrole iranienne ne fonctionne pas de concert, n'est pas soumise, n'est pas contrôlée par les banquiers internationaux de Londres, de la City de Londres et puis de Wall Street, les banquiers internationaux. Et puis parce qu'on vend maintenant le pétrole comme Saddam l'avait fait juste avant l'attaque en mars 2003, Saddam avait commencé à vendre son pétrole en d'autres devises étrangères que le dollar américain. Alors, les Iraniens ont fait pareil, vendre leur pétrole iranien dans toutes sortes de devises étrangères que celle de dollar américain. Alors, évidemment, ça peut donner des très mauvaises idées, puis c'est la seule raison pour laquelle le dollar américain, très honnêtement, reste encore à flot. Alors, on a besoin de détruire ça, détruire un exemple. Alors, une menace contre le système bancaire des banquiers internationaux basé sur la dette, sur la frime, sur le système fractionnaire, on crée de l'argent de nulle part, et puis basé sur l'outil d'esclavagisme par excellence des temps modernes, les intérêts composés, chose qui n'existe pas dans le système bancaire musulman, alors islamique. Hein? Donc, deux raisons très importantes. Et puis, vous avez ce document important que peu de gens, ou trop peu de gens connaissent. Vous savez, aux États-Unis, plusieurs étaient au courant du PNAC, le Project for a New American Century, mais vous devez comprendre que tout ça était basé sur un document israélien qui s'appelle Securing the Realms, alors qui est un document central qui détaille, qui est un blueprint de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Okay? Attaquer l'Irak, qui était un régime séculaire, c'était une priorité pour Israël. Défaire les ennemis perçus d'Israël, c'est ça qui est l'agenda en réalité pour répondre à leur agenda idéologique, stratégique, militaire, ainsi de suite, politique, de rétablir le grand Israël, de l'Euphrate au Tigre, la rivière du Tigre. Okay? Donc, c'est le grand Israël qu'on veut recréer ici, puis il faut éliminer les derniers bastions qui se tiennent à travers ce chemin. Et puis, en même temps, ben, ça répond dans l'imaginaire religieux d'une multitude de personnes, évidemment de tous les sionistes et puis surtout les évangélistes de la droite américaine. Vous avez des millions de personnes, au moins 40 millions de personnes aux États-Unis qui croient à cette histoire de la fin du monde qui va arriver, de l'Armageddon, et puis que ceci va ramener la venue du Messie. Alors, pour eux autres, au lieu d'attendre que le Messie revienne de lui-même, ben, selon la prophétie biblique, il faut qu'il y ait une déflagration, un Armageddon, une troisième guerre mondiale, whatever, au Moyen-Orient. Alors, pour eux autres, plus vite que ça va commencer à péter, puis ça va pleuvoir les bombes atomiques, puis tout, ben, plus vite le Messie va revenir. Puis là, vous avez ce qu'on appelle le rapture. Alors, je
C'est quoi en français, là? Mais c'est les gens qui sont finalement, qui vont être rappelés dans le royaume de Dieu, qui pensent qu'ils vont partir de la planète en volant, puis que les restes vont rester ici pendant des années de tourments, et puis de, ainsi de suite, là. Je veux dire, OK, donc vous avez toute cette marge de la population qui, disons-le, dans bien des cas, est un mouvement très, très bien nanti, extrêmement riche. Alors on finance à fond et puis on pousse tout pour qu'une déflagration au Moyen-Orient arrive et puis vous avez différents intérêts comme ça qui convergent, des intérêts qui font peur. Réellement, là. Je veux dire, qui appellent, c'est quasiment un death wish, alors un souhait de mort. Alors réellement, quasiment un culte de la mort si vous voulez, qui pervertit tout ce mouvement-là. Alors, vous voyez, c'est quand même assez complexe là. Je vais vous laisser consulter ça. J'aimerais ça passer avec tout ça au travers ou autres là, le NYPD qui défend les tactiques là qui ont été découvertes dans des documents qui dit qu'ils ont en fait espionné des mosquées. Vous voyez là, le ciblage, le profilage ethnique qu'on fait aux États-Unis, réellement, c'est très grave. Le FBI qui a été obligé d'éteindre des milliers d'appareils GPS après un jugement en Cour suprême qui a été rendu, alors qu'il disait que l'utilisation sans mandat de ces petits bidules GPS là, pour suivre les allées et venues de des gens est illégal. Alors, vous voyez, vous avez à peu près 3000 GPS qui ont été obligé d'être éteint. Alors, vous voyez, comme le cas du Canadien, comme je vous dis en Ontario, qui a découvert un petit bidule en dessous de son camion, là. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Vous faites face je sais que c'est difficile à accepter, puis les gens vont essayer de rationaliser ça, puis dire, ah, c'est pas si pire que ça, on vit quand même dans une certaine liberté. Je le sais, mais est-ce que vous allez ignorer les signes de cette tyrannie qui se déploie dans votre figure? Je veux dire, c'est des cas concrets, là. Vous avez un maire en Caroline du Sud, lui, qui a endossé des checkpoints. Alors, on va mettre en place des checkpoints sur des routes. Alors, on va arrêter les gens. Donc, des points permanents comme ça. Et puis, d'autres mobiles. Donc, toutes sortes d'affaires comme ça. C'est quand même assez spécial, là. Je vous dis, 30 000 drones qui vont déployer aux États-Unis. Pensez à ça 2 secondes. Des drones qui sont capables de tuer à distance, donc on tue d'une façon sanitaire. Ben cheap, ça coûte pas cher. On dit que les indépendants, les experts indépendants croient, selon les chiffres qu'on obtient, là, que on tue des militants seulement que 2% du temps. Le reste du temps, les 98% du temps, ben, c'est des non-combattants, des civils qu'on tue. En 95, les prédateurs, les drones prédateurs ont été utilisés pour la première fois en Bosnie. En 2001, vous avez Global Hawk, une technologie qui a d'ailleurs été utilisée pour les avions qui ont volé dans World Trade Center, disons-le, ont été utilisés en Afghanistan. Ensuite, à travers la guerre en Irak aussi, le Pentagone a utilisé différents types de ces drones pour dans des missions de combat puis d'espionnage. En Libye, ben, vous avez Obama qui a autorisé les drones prédateurs. Ils ont opéré à travers toute la guerre. Ils ont été utilisés aussi au Yémen, en Somalie, puis un peu partout où Washington désigne des cibles à tuer. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On l'a déjà fait. Dans le cas de Anwar al-Awlaki, il a été assassiné de cette façon-là. C'est un citoyen américain. Washington a des plans d'augmenter ces tueries par drone, alors et puis aussi d'augmenter cet espionnage domestique sur les Américains. On dit que présentement, on a environ 1 avion sur 3 de guerre qui sont des drones. Alors est-ce qu'un jour ils seront tous des drones? Alors on s'en va vers ça, en tout cas, ça c'est une chose qui est certaine. Ces fameux drones peuvent transporter de l'équipement de surveillance, incluant des caméras vidéo, même infrarouges, des senseurs de chaleur. Vous avez des radars qui sont tellement sophistiqués qu'ils peuvent tout simplement faire de l'espionnage constant, virtuellement, là, réellement. Vous avez des nouvelles versions avec des résolutions très élevées de gigapixels, des caméras qui sont capables de suivre même à 20 000 pieds de distance de hauteur. Et puis, ils peuvent suivre jusqu'à 65 ennemis de façon simultanée. Et on peut voir des cibles jusqu'à une trentaine, 30-40 km de distance.
Les drones prédateurs peuvent même faire de l'écoute électronique sur les transmissions de télécommunications qu'on fait. Vous avez des nouveaux modèles qui sont même capables de pénétrer les réseaux de Wi-Fi et puis intercepter les messages textes et les appels de téléphone cellulaire. C'est incroyable, pareil. Même qu'à l'intérieur du pays, là, comme aux États-Unis, on va être capable de les équiper avec des tasers, ce qu'on appelle des beanbag guns, puis d'autres bidules comme ça qui sont capables de blesser ou peut-être même tuer. Donc, c'est quand même assez incroyable. Alors, on veut suivre comme ça et puis enregistrer des données sur les Américains et puis leurs mouvements et les activités. Alors, c'est assez particulier, là. Donc, on veut changer les régulations aux États-Unis, permettre cet espionnage comme ça, donner des licences, ainsi de suite, d'ici 2015. Et on estime qu'il y aura plus de 30 000 de ces drones qui pourraient voler au-dessus des États-Unis d'ici 2020. Pensez à ça. C'est incroyable. Vous avez le Pentagone qui a déclaré que l'histoire américaine, avec des liens avec le terrorisme, pourrait être ciblée dans des attaques de drones comme ça. Alors imaginez, là, on est en train de vous le dire ouvertement, là. Vous avez l'administration Obama avec un des top avocats du Pentagone qui ont déclaré mercredi dernier que les citoyens qui se joindraient à l'Al-Qaïda, alors évidemment qu'on n'a pas besoin de rien prouver, on fait juste dire « Oh, lui, je pense qu'il s'est joint à l'Al-Qaïda ». Alors ces gens-là pourraient être ciblés pour être assassinés à distance comme ça. Alors que les cours n'auraient aucun rôle de revoir les décisions de la branche exécutive du gouvernement américain. Est-ce que ça sonne comme une dictature, comme vous, comme un État totalitaire? C'est incroyable. On dit que les belligérants qui sont des citoyens américains ne vont pas avoir droit à cette immunité. Alors que écoutez, je veux dire, l'article se continue comme ça, je veux dire. Moi, franchement, là, la Constitution aux États-Unis, il n'y a plus, là. On est en train de virer carrément dans un, comme je vous dis, dans un état tyrannique. Pas bien compliqué, là. Donc, je sais pas ce qui va arriver. Il va finir par arriver une révolution, ça c'est certain, là. Maintenant, il va y avoir un affrontement, là. Vous avez Twitter qui est la dernière compagnie à admettre qu'ils uploadent votre livre d'adresse. Alors Twitter se joint à une liste de compagnies qui finalement s'est confessée et puis dit qu'ils mettent la main sur votre livre d'adresse de votre smartphone à travers ces applications que vous installez. Alors voilà. Et puis, ça se continue comme ça. On se rappellera que le gouvernement Bush avait admis d'ailleurs d'avoir planté des fausses histoires dans les médias pour avancer leur agenda politique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, chers amis. Le Pentagone qui demande 3 milliards de dollars pour la guerre en Irak, alors qu'elle est censée être terminée, puis on s'est censé se retirer de là. Alors, le département de la Défense américain a demandé au gouvernement fédéral américain presque 3 milliards de dollars pour des activités, entre guillemets, dans un pays qu'il ne devrait même plus occuper. Oui, alors c'est comme ça que ça se passe. Et puis, là, vous avez le gouvernement britannique, lui, qui pourrait sanctionner l'utilisation d'agents affectant le système nerveux sur des démonstrateurs, des manifestants. Donc, oui, le gouvernement qui est là pour vous protéger. On parle ici des microchips implantables dans les patients médicaux. Alors, ça aussi, c'est une microtechnologie qui est à l'horizon, qui est à veille de nous arriver direct d'en face ou nous être implanté. Alors, c'est pas des farces aussi. Donc, ainsi de suite, là, ça fait plusieurs nouvelles. Vous allez trouver aussi plusieurs articles concernant ces supposées attaques terroristes en Inde et à Bangkok en Thaïlande contre des ambassades ou des intérêts israéliens. Encore là, des attaques avec faux pavillons, false flag attack, qu'on blâme sur l'Iran, évidemment, sans aucune preuve, alors qu'on voit que il y a les empreintes partout du Mossad derrière ça. Vous avez des agents du Mossad qui s'étaient rendus en Thaïlande quelques jours avant. Il y en a beaucoup là d'histoires comme ça. Vous avez l'histoire d'anthrax qui commence à recirculer aux États-Unis. Donc, vous voyez, on est en train de préparer de quoi? On est en train de démoniser l'Iran. Là, on se prépare là réellement là à une attaque d'une sorte. Là, on va faire péter quelque chose à quelque part avec une bombe, puis là, on va passer ça sur le dos de l'Iran. Vous avez plusieurs indices, vous allez voir dans le dossier de l'Iran, où on apprend que les États-Unis ont déplacé plusieurs effectifs militaires, dont des porte-avions, dont le USS Vicente, si je me rappelle bien de mémoire comme ça,
qui est un porte-avions qui est tellement vieux qui est dû pour être retiré de la circulation l'année prochaine. Ok, il reste même pas un an de service. Alors le porte-avions est quasiment tout scrap là. Et puis là on le déplace dans le Golfe Persique au large des côtes de l'Iran. Et puis ben on sait que évidemment Israël possède des sous-marins de classe Dolphin qui sont de capacité à déployer des missiles nucléaires, ben ouais, et qui sont en train de patrouiller les eaux autour de l'Iran et finalement on est en train de vous préparer ou potentiellement vous préparer une fausse attaque comme ça qui va être blâmée sur le dos de l'Iran. Alors on pourrait fortement citer un scénario tel que Israël ou carrément les Américains coulent l'un de leurs bateaux de le porte-avions, qui était d'ailleurs, anyway, scrap, qui était bon pour les ordures, et puis l'envoyer par le fond. Et on va blâmer l'Iran pour ça, et puis on va donner le prétexte, après ça, la justification pour partir cette guerre contre l'Iran. Et puis, ben, vous avez, ça c'est un des scénarios possibles. Vous en avez d'autres qui sont possibles aussi. Tout ce que je vous dis, c'est que faites attention parce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines qui vont venir, on va assister à des tentatives de partir cette guerre contre l'Iran. Et puis le prétexte qui va être utilisé va être faux. Donc, ayez les yeux ouverts. Et puis lorsqu'on va entendre qu'une bombe sautait quelque part, ou comme c'est déjà arrivé en Inde ou en Thaïlande il y a 2 semaines, il y a une semaine ou deux, ben il va falloir creuser plus loin pour voir qui est réellement derrière ces supposés attentats terroristes causés par Israël. Parce que, écoutez, l'Iran ont beau être ce que vous voulez, là, mais sont quand même pas fous, là. Ils savent très bien que... Puis là, vous allez voir plusieurs suppositions d'hurluberlus comme Santorum, Romney, Netanyahou, différents personnages du gouvernement israélien qui avancent que là, l'Iran va perpétrer une attaque sur le sol américain contre des intérêts israéliens dans le monde, ainsi de suite. Puis écoutez, là, comme je vous disais, les Iraniens sont peut-être bien des affaires, mais ils sont quand même pas caves, là. Ils savent très bien qu'il n'y a aucun intérêt à aller commencer une provocation contre Israël ou contre les États-Unis. Du jour au lendemain, l'Iran va être annihilé, va devenir un géant stationnement de verre de verre vert, de verre vitrifié, c'est-à-dire que ils vont être complètement anéantis par les bombes nucléaires israéliennes et américaines. Là. Je veux dire, il faut arrêter de se compter des peurs. Donc ça, c'est important. Vous avez plusieurs articles qui vont parler de ces attaques à Bangkok qui apparemment ont été faites par un homme iranien. Ben ouais. Complètement débile. Là. Je veux dire, on a retrouvé un Iranien qui transportait des grenades, qui s'est fait éclater les jambes et a blessé 4 civils là-bas. Dans l'autre en Inde, je pense que c'est 4 personnes qui sont mortes. Et puis, comment qu'on sait que cet homme est iranien réellement? Est-ce que c'est de ses jambes, il y avait un tatou qui disait « Je suis iranien » réellement, là... on peut facilement trouver un gars iranien sur la rue à Bangkok qui disait qu'on va lui donner 5000 bahts pour livrer une boîte de biscuits, par exemple. Et puis, en réalité, dans la c'est-à-dire dans la boîte, il n'y a pas des biscuits, mais tout simplement des bâtons de dynamite ou quoi que ce soit. Et puis, ben écoutez, je veux dire là, clouque le gars, à un moment donné, se retrouve sur le chemin, puis là les bombes explosent, puis on met ça de son dos, on le blâme, tu sais, on blâme l'Iran, et ainsi de suite. Alors, il faut vraiment être critique dans ces histoires-là. Il faut savoir à qui ça bénéficie, ces fameuses attaques qu'on retrouve un peu partout, et puis de celles qui potentiellement peuvent se produire bientôt. Donc voilà, c'est quand même beaucoup d'informations, là, comme je vous dis. Beaucoup d'informations, un rapport ici de Mossad israélien qui utilise encore des passeports étrangers dans des opérations sous couverture. Là. Donc ça vient du journal The Times qui indique que des Israéliens utilisent en fait Israël laisse encore en fait le Mossad utiliser des passeports étrangers pour opérer justement à l'étranger. Donc ouais.
qu'est-ce qui nous reste ici? On pourrait parler d'un peu d'Israël. L'armée israélienne qui a tué 114 personnes en 2011, dont 15 enfants. Alors, on peut peut-être parler de l'Iran, qui sont censés être des gens extrêmement méchants, tous des terroristes, mais il faudrait peut-être voir aussi, peut-être arrêter les doubles standards hypocrites, puis regarder un peu ce qui se passe aussi en Israël. Vous avez le Medicine Center for Human Rights, qui a amassé des statistiques, en fait, qui disent que 114 Palestiniens, incluant 15 enfants et puis 2 femmes, ont été tués par l'armée israélienne, alors que 467 résidents ont été blessés, incluant 120 enfants et puis 25 femmes, dans des douzaines d'attaques, des attaques aériennes, des bombardements, dans la bande de Gaza. On a aussi une nouvelle vidéo qui montre des soldats israéliens qui abusent d'une personne qui est attachée, un Palestinien qui est déjà menotté, puis sur lequel on a mis aussi un foulard pour bander les yeux. Alors, vous voyez que c'est vraiment très moral. Vous avez un livre, un manuel d'utilisation pro-israélien qui explique comment on peut attaquer des professeurs puis coopter des étudiants de couleur. Alors, voyez un peu comment ça se passe. Israël, le Tsahal qui pourrait déployer ce qu'on appelle l'Iron Dome, alors le dôme de fer, un système de batterie de missiles, de batterie d'antidéfense, ça fait de batterie anti-missiles, ok, donc je vais le dire, à Tel Aviv pour la première fois. Ça, c'est rapporté par les médias israéliens. Israël aussi qui a signé un accord de 1,6 milliard de dollars d'armement avec l'Azerbaïdjan. Alors, vous voyez qu'on est en train d'installer de technologies très sophistiquées juste à la porte de l'Iran. Là, on dit que l'Iran et Al-Qaïda vont attaquer les Jeux olympiques de Londres, alors les dernières propagandes, alors ainsi de suite. Là, vous avez les États-Unis qui ont refusé un visa à un ministre israélien, Michael Ben Ari, parce qu'il est membre d'un groupe, une organisation terroriste. Alors, vous voyez, quand même assez incroyable. Et puis, vous avez la Ligue arabe qui a condamné Netanyahou pour avoir souhaité la mort à tous les Arabes. Une remarque qu'il a faite. C'est incroyable aussi, là, mais je veux dire, c'est pas des. Vous voyez là, qui sont réellement contre la paix, là. Alors, c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de sa page Facebook qui lui a soumis son souhait de mort à tous les Arabes suivant un accident d'un autobus scolaire qui a tué 10 enfants et puis qui en a blessé plus de 40. Fox News qui se mêle à ça aussi, qui a une citation Wipe them off the map. Alors, vous avez des médias américains pro-sionistes néoconservateurs qui finalement ont ouvertement dit qu'il faudrait tout simplement annihiler les Iraniens, les rayer de la carte. Ouais. Il y avait des extrémistes juifs qui ont fait des graffitis alors qu'ils souhaitaient la mort à la christianité. On souhaite la mort à tous les chrétiens. Ça a été écrit sur une église à Jérusalem. Ah bon. L'AIPAC qui déclare la guerre, ça c'est aux États-Unis, le gros lobby israélien. Et ainsi de suite, là. Donc, il faut être au courant de toutes ces affaires-là. Vous avez Kurt Haskell, lui, qui était à bord de l'avion d'Abdul Muttalab, là, ce fameux, cette personne d'origine, je sais pas, c'était pas du Kenya, je crois. Non, pas du Kenya, j'ai oublié, là, le nom de la place, là. En réalité, lui, il avait embarqué sur un avion à Amsterdam sans montrer son passeport à l'aide d'un agent des services américains. Et puis, c'est ça, on a appris que finalement, c'était un autre exemple de supposé acte de terrorisme qui est finalement rendu possible avec l'aide soit du gouvernement américain, du FBI ou d'autres agences gouvernementales, que ce soit secret ou pas. Alors, vous voyez, lui était à bord de l'avion, ça donne que c'est un avocat, puis là, il a témoigné justement dans ce cas particulier. Alors, on fait croire encore là à l'Al-Qaïda, ainsi de suite, et puis on s'aperçoit que finalement, il y a quelque chose qui cloche derrière ça, là. Je veux dire,
Vous irez lire l'article. Et puis la Russie qui a déployé des missiles S-400 de système de défense proche de sa frontière. Alors, on est en train de dire aux États-Unis, écoutez, là, vous allez arrêter de nous menacer militairement, là. La Russie qui a aussi averti les États-Unis contre le déploiement de bateaux Aegis dans les mers du Nord. Donc, les États-Unis qui, avec leur ami israélien, finalement, se rendent pas compte qu'ils sont sur le bord de créer la Troisième Guerre mondiale en provoquant carrément même directement la Chine et puis la Russie, que ce soit directement ou via l'Iran, parce qu'on sait que la Russie et la Chine ont déjà manifesté le fait que si l'Iran était pour être attaqué, qu'ils considéraient ça comme une attaque contre leur propre nation et puis qu'ils se tiendraient derrière l'Iran. Alors, quand même assez incroyable, les nouvelles du Moyen-Orient, 1,3 million d'Irakiens qui sont encore des réfugiés. Alors, oui, c'est super. Je veux dire, ça va vraiment très bien en Irak. On voit vraiment ce que ça l'apporte quand on intervient de façon humanitaire pour supposément libérer ces gens-là. Le Pentagone qui rapporte qu'il paye plus de 400 $ le gallon pour l'essence en Afghanistan. Ben ouais. La guerre qui néglige et laisse derrière plus d'un demi-million d'Afghans qui sont sans abri, selon Amnesty International. Oui. Alors, c'est comme ça qu'on va libérer les gens dans ces contrées lointaines. Un chiffre demi-million qui est probablement très, 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 très conservateur. Donc, une invasion, une occupation militaire de ces nations. Et puis, qui paye le prix? C'est évidemment le peuple de ces pays-là, le peuple afghan, le peuple irakien, le peuple libyen qui a mangé sa claque, bientôt le peuple iranien, le peuple syrien, tout le temps la même histoire, la même conquête, la même gang qui sont derrière ça. Ces gens-là qui ne se trouvent jamais dans une meilleure position après l'invasion, mais bien dans des conditions bien pires qu'elles n'ont jamais connues. Et puis, vous avez les fameux médias corporatifs, lorsqu'ils aboieront, lorsqu'ils battront les tambours de la guerre, de la nécessité d'attaquer la Syrie, de l'Iran. Rappelez-vous, chers auditeurs, qui gagne cette guerre. Et ce ne sont jamais les Américains, les Syriens, les Iraniens. En réalité, ce sont les banques qui financent ces guerres-là, qui créent de la dette, après ça, qui contrôlent ces pays-là. Les seigneurs de la drogue, les banques aussi qui lavent l'argent de cette drogue, de ce commerce de la drogue. Vous avez les contracteurs de la défense qui fournissent des services de mercenaires et puis d'armement, de fourniture, qui gagnent dans cette guerre-là. Ce sont des guerres pour et par les intérêts privés. Et puis, là, on sait que n'importe quelle attaque contre la Syrie ou contre l'Iran pourrait très bien apporter dans le jeu la Russie et la Chine du côté de l'Iran et de la Syrie, créant un potentiel conflit thermonucléaire. C'est un prospect fantastique, réellement. Les troupes américaines qui sont maintenant dans 4 pays africains. Alors, l'Ouganda, le Congo, le Soudan, puis vous avez la République africaine centrale. Ah oui. Alors, évidemment que cela est tout le temps sur la couverture de combattre le terrorisme, alors que cela a beaucoup plus à voir avec gagner l'accès à des richesses naturelles comme le pétrole, le gaz naturel, des ressources minérales. D'ailleurs, la Somalie qui a promis à l'Ouest justement des richesses de son pétrole en échange pour la sécurité. Alors c'est comme ça. Alors on finance des groupes terroristes, la déstabilisation, comme on fait en Syrie. Alors vous avez trouvé plusieurs articles à ce sujet-là. Clairement, où vous avez des trucs documentés ou admis, là, soit par les autorités ou les médias américains, israéliens, que on finance, on arme, on entraîne des groupes terroristes carrément, soit de façon détournée, soit de façon directe. On travaille avec des terroristes, des mercenaires qui étaient en Irak, qui travaillaient, qui ont combattu contre les Américains, qui se sont retrouvés en Libye, qui sont maintenant rendus en Syrie. Alors, c'est vraiment incroyable, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Alors, on déstabilise ces pays-là. Après ça, on dit, oh, regardez, c'est terrible ce qui se passe là, donc il faut intervenir. On intervient, on prend possession de la place. On prend contrôle de la banque centrale. Ça, c'est une constante dans tous les pays qu'on a fait en Afghanistan, en Irak, euh, au Yémen. On a fait ça partout, là, en Libye. On va faire ça en Syrie, on va faire ça en Corée du Nord, on va faire ça en Iran. Alors, c'est tout le temps la même affaire. Alors, on prend contrôle de la banque centrale, on émet une nouvelle monnaie qui est contrôlée par les banquiers privés internationaux. Et puis après ça, ben, on met la main sur les ressources naturelles de la région. Hein? Problème, réaction, solution, tout le temps la même affaire. Alors, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. L'Angleterre qui va dépenser 20 millions de livres sterling sur des nouvelles réactions rapides pour mettre en place des forces là, pour combattre en Somalie. Ben ouais. Ben ouais. Alors, écoutez, des réserves de fer, vous avez d'aluminium, de gypse, de bauxite, de sel, de cuivre, de gaz naturel, des réserves de pétrole en Somalie. De toute façon, on se demande pourquoi qu'on a les deux pieds là. Donc, c'est ainsi de suite, là, je veux dire, c'est ça qui est ça, chers amis. Donc, écoutez, vous allez trouver plusieurs dossiers. Comme je suis en train de vous parler, ben, il y a l'Afghanistan. En Afghanistan, ben, ça va pas très bien. Vous avez une débâcle contre la guerre de la drogue en Afghanistan. Vous avez... écoutez, supposément Blair a déclaré qu'on voulait détruire le commerce de l'opium en Afghanistan, que c'était une des raisons majeures d'envahir. Mais après 10 ans d'occupation militaire de l'Afghanistan, la production d'héroïne était à des sommets inégalés. Alors on est passé, quand on a envahi l'Afghanistan en 2001, on est parti d'une production d'opium de 185 tonnes par année à aujourd'hui plus de 5800 tonnes. Ben oui, qui profite de ça? Voyons donc, là. Alors, plein d'exemples comme ça. La torture qui est monnaie courante dans les installations de détention afghanes selon un rapport des Nations Unies. Un autre rapport des Nations Unies qui trouve des évidences que des enfants sont torturés dans ces installations de détention. Wow! La production d'opium en Afghanistan qui risque d'augmenter encore de 61% selon toujours l'ONU. Le Pentagone qui est à la recherche de fermiers secrets en Afghanistan, des spécialistes pour être envoyés là-bas. C'est pas de surprise quand on sait qu'est-ce qu'ils font pousser. Ben oui, de l'opium, du pavot. Vous avez un article ici du Foreign Policy Journal qui parle des États-Unis qui ont supporté le gouvernement, en fait, le gouvernement afghan, puis des seigneurs de la guerre et puis de la drogue qui contrôlent le commerce de l'héroïne. Eh oui. Alors, vous voyez qu'on est intimement impliqué dans ces commerces et productions de la drogue. Donc, ça, c'est un cas. Ça, c'est le cas de l'Afghanistan. La Libye, ben, écoutez, la Libye, Obama qui va garder en place les sanctions contre la Libye vont être étendues pour une année, qu'on va appeler une année nationale d'urgence, qui vont permettre de garder les sanctions contre la Libye. C'est la Maison-Blanche qui a annoncé ça. On dit qu'il y a des menaces constantes qui sont posées contre les intérêts américains par la famille de Muammar Kadhafi qui a été complètement assassiné de façon complètement illégale sur les lois internationales qui gèrent les lois d'engagement militaire et ainsi de suite. Donc, Batao, en réalité, on veut faire en sorte que on va tout simplement fatiguer, égrener, si vous voulez, tout ce qui reste là,
de résistance en Libye, des business libyennes aussi, pour faire en sorte qu'on puisse après ça récolter facilement toutes ces compagnies, ces deals sur whatever, le pétrole et ainsi de suite. Vous avez Cameron puis Sarkozy qui a annoncé un centre de commande militaire commun après le succès, entre guillemets, obtenu en Libye. Eh ouais. Alors, vous voyez qu'on dit partager des intérêts très forts ensemble. Ben oui, piller des nations étrangères. Donc, ouais, c'est ça. Donc, vraiment, là, vous avez les Freedom Fighters de la Libye qui sont maintenant des tortureurs, des bourreaux brutaux. Alors, c'est rapporté même dans une vidéo des images qui ont été publiées par The Mail. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait, nous, les sauveurs qui vont libérer ces pays. Ouais, on se retrouve dans des situations de même. C'est vraiment fantastique. Ouais. La Syrie, on va terminer avec ça. Syrie et puis l'Iran, ben, j'en ai déjà parlé pas mal durant l'émission, mais écoutez, c'est ça. On a les États-Unis, l'OTAN et ses alliés qui se préparent pour un assaut sur le sol syrien. Les effectifs sont là, sont en place, les soldats, tout l'effectif militaire. J'aurai pas le temps de toutes vous les nommer d'ici la fin de l'émission, mais allez trouver tous les articles, vous allez voir, on a plusieurs porte-avions, je crois que c'est 3 porte-avions américains qui sont déployés là, Israël aussi qui est sous alerte, on a alerté la population, des drills pour porter les masques, les États-Unis qui supposément va annoncer un blocus aérien contre la Syrie, selon les nouvelles qu'on a. Ça, c'est rapporté par Ynet News, qui est un média américain, mais c'est-à-dire israélien, mais il n'y a pas de source dans cet article-là. Alors, en tout cas, si l'information est vraie, on serait prêt à mettre en place une provocation directe d'une guerre contre la Syrie. Vous avez des bateaux de guerre iraniens qui ont traversé le canal de Suez et puis qui se sont amarrés au port syrien de Tartus. Vous avez aussi des bateaux de guerre russes qui en ont fait pareil. Alors, vous voyez tout le positionnement stratégique militaire dans la région. Vous avez un groupe supporté par les Saoudiens qui se sont massés proche de la frontière syrienne, rapporté par Press TV. On parle de 18 000 salafistes, alors des combattants qui se sont ramassés proche de la frontière. Alors, vous voyez ça. Les Nations Unies qui ont mis en place un vote supporté par l'Assemblée générale des Nations Unies qui appelle le président Bachar al-Assad à arrêter finalement les supposées attaques contre son propre peuple, qui est encore grosse propagande. En fait, il combat des groupes qui sont armés et financés, des terroristes qui sont mis en place par les forces israéliennes et américaines. Et puis ces forces terroristes qui finalement terrorisent la population syrienne. Et puis après ça, on blâme ça sur le dos du gouvernement Assad. Pas pour dire qu'Assad c'est un sauveur, c'est un enfant de cœur, là. Mais je veux dire, les nouvelles que vous entendez dans les médias de masse sont fortement distorsionnées, là. Je veux dire, on est en train de vous faire avaler de quoi qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec la réalité. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. On veut supposément mettre des forces de la paix des Nations Unies en Syrie. Ouais, ok. Est-ce que vous pensez que la Russie puis la Chine va être d'accord avec ça? La Chine et puis la Russie sont déjà opposés à des interventions puis des sanctions contre la Syrie. Obama qui, lui, apparemment, se serait commis pour une intervention américaine en Syrie. Le département d'État qui a averti la région contre les armes de destruction massive de la Syrie. Ah ben regardons, on leur revient avec les mêmes maudits mensonges qu'on a utilisés contre l'Irak. Alors les armes de destruction massive. Ah ben regardons ça. Vous avez des étudiants israéliens qui se sont rendus en Syrie, puis qui sont revenus de là. Et puis c'est un article qui a été publié de façon surprenante dans le Haaretz, alors un média israélien, où ils disent que la crise syrienne n'est vraiment pas ce qu'elle a l'air. Donc, beaucoup de propagande, vraiment, pour y voir clair dans ce dossier-là. Il faut vraiment être bien informé, là.
guerre secrète des Français contre le peuple syrien. Alors, on apprend toutes ces connexions-là. Michel Chozowski qui parle de l'OTAN qui supporte une insurrection armée en Syrie. Vous voyez là plusieurs indices comme ça qui vous permettent de croire là, que c'est pas, comme je vous dis, ce qu'on pense. Euh, donc, plusieurs trucs comme ça à aller voir. La semaine prochaine, écoutez, là, on arrive à la fin. Là, Assad qui va mettre en place un vote pour mettre fin au règne Baath. Alors, évidemment, c'est une grosse nouvelle pour la Syrie puis son peuple, et puis qui n'est pas rapporté dans les médias corporatifs parce que ça pourrait donner espoir que la Syrie est pas si pire que ce qu'on pense. Vous avez les Syriens qui s'en vont voter pour un référendum sur une nouvelle constitution. Alors, vous voyez, le Pakistan qui s'allie avec l'Iran contre les États-Unis. Ben ouais, le Pakistan qui a des armes nucléaires, rappelons-nous-en. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. On va y revenir de toute façon la semaine prochaine sur le cas de la Syrie particulièrement et puis de l'Iran, sur le cas du pétrole. Alors pétrole qui risque d'augmenter beaucoup. Les Européens qui ont voulu mettre des sanctions économiques contre l'Iran et puis l'Iran a décidé d'exporter son pétrole vers 6 nations européennes. Ouch, ça va faire mal. On va en parler la semaine prochaine, les prix du pétrole qui risquent d'exploser un peu partout à travers la planète. Donc on va parler de ça, on va parler beaucoup d'Iran. Puis on va aussi parler d'économie la semaine prochaine et faire un retour sur ce qui se passe avec la situation à Fukushima au Japon, le nucléaire. Alors voilà mes chers amis, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être fidèle et continuer de propager l'émission partout pour vous passer. Donc moi je vous salue bien bas, c'était François Marginal pour tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao!